L'histoire se déroule au crépuscule, avec une femme fuyant un type effrayant qui ne cesse de lui dire qu'il ne lui fera pas de mal. Elle arrive dans une impasse, et l'homme la poignarde sans pitié. Du sang jaillit de sa poitrine, et sa perruque tombe, révélant qu'elle était en fait un homme. L'agresseur fulmine face à cette découverte et frappe à nouveau, répandant du sang rouge vif sur le sol. Saku se réveille, se souvenant du sang qui recouvrait son corps. Il se déplace nonchalamment, écoutant les informations qui annoncent que le corps retrouvé est celui d'un agresseur en série ayant fait plus de 10 victimes. Les cibles étaient toujours de jeunes femmes. La journée avance avec des discussions sur un voyage de fin d'études. La réceptionniste dit à Soku qu'il devrait profiter de ses derniers instants de liberté avant d'entrer dans la vie d'entreprise. Soku dit qu'il a lu des avis en ligne sur un café qu'il veut visiter, mais il ne sait pas où il se trouve. La femme lui dit que le café Tamaira est au sommet de la montagne, donc il devra grimper. Cependant, elle ajoute que la fille du propriétaire a vécu une tragédie, et que le café est fermé depuis environ un mois, donc ce pourrait être peine perdue. Saku dit qu'il considérera cela comme un entraînement et montera quand même. La femme est envieuse, souhaitant que son propre enfant ait la moitié de son énergie. Saku remarque un homme qui arrive et se couvre le nez à cause de la forte puanteur. L'homme est Keto, le fils bon à rien de la femme, qui ne fait rien d'autre que prendre des photos toute la journée. Saku est dérangé par les réprimandes bruyantes et les valises jetées partout, mais il les esquive facilement. La femme continue de crier sur son fils pour qu'il trouve un travail, mais Keto ne dit pas un mot, prend ses sacs et s'en va. Saku vérifie son téléphone et découvre que Keto correspond au photographe de sa prochaine mission. La pluie tombe à verse cette nuit-là, mais Saku ne cesse de suivre l'homme puant. Keto trébuche et supplie qu'on l'aide alors que Soka l'attrape et le traîne jusqu'au café. Il jette Keto dans le bâtiment où se trouve un hôtel commémoratif pour une jeune femme. Keto prenait des photos secrètes de cette fille et non seulement les regardait lui-même, mais les vendait aussi en ligne pour de l'argent. C'était un travail clandestin pour lui. Keto a l'air confus, alors Saku lui rappelle qu'il l'a photographiée en secret et a divulgué les photos en ligne. Elle n'a pas pu le supporter et a mis fin à ses jours. Keto n'a purgé que 3 mois de prison. Saku lui injecte quelque chose pendant que Keto insiste sur le fait que ce n'était pas sa faute, pensant que Saku est le petit ami de la femme. Saku explique qu'il a juste été engagé par sa mère, la propriétaire du café, et qu'elle lui a seulement dit d'amener Keto ici. Ce qui se passera ensuite n'est pas son problème. La propriétaire du café apparaît, pâle et silencieuse, et remet le paiement à Saku sans dire un mot. Il le prend en silence et part, ignorant les cris et les hurlements derrière lui. Il pleut fort, mais Saku met sa capuche et se met à marcher. Il se rend compte que la pluie s'intensifie, alors il décide de rentrer. Heureusement, le bus arrive juste à temps. Quand la porte s'ouvre, un homme en sort en sautant, criant joyeusement que la porte s'est ouverte comme par miracle. Saku pense qu'il est juste bizarre et monte dans le bus, mais il est choqué de voir qu'il n'y a pas de chauffeur bien qu'une annonce dise que le bus va partir. L'annonce dans le bus ne cesse de répéter à Saku de s'asseoir. Sa voix devient plus froide et plus effrayante à chaque répétition, mais Saku ne bouge toujours pas. Il est dérouté par l'annonce et encore plus choqué que personne d'autre ne semble se soucier de l'absence de chauffeur. Un homme chauve assis à proximité dit à Saku de simplement faire ce que dit l'annonce. Presque instantanément, de l'électricité traverse les pieds de Saku, faisant sursauter tout son corps de douleur. Aussi abasourdi soit-il, il comprend vite que ce doit être une sorte de punition pour ne pas avoir suivi les instructions. Il se dépêche de s'asseoir, et le courant électrique s'arrête soudainement comme si de rien n'était, comme s'il l'avait juste imaginé. À ce moment-là, un homme s'avance, se présentant comme le chef et disant que ce bus suit ses propres règles, des règles destinées à ceux qui vont droit à la mort. Il place une dague près du cou de Saku et lui dit d'obéir à ses ordres à partir de maintenant. Saku tremble et accepte, disant qu'il fera tout ce que l'homme veut tant qu'on ne lui fera pas de mal. En réalité, il fait juste semblant, essayant de comprendre ce qui se passe vraiment avec ce bus sinistre. Il demande discrètement à l'homme chauve de lui expliquer la situation. L'homme chauve dit que ce bus voyage entre 2 mondes, le monde de la surface et le monde d'Enba. La surface est ce que les gens normaux voient, tandis que le monde d'Enba est une dimension tordue pleine d'épris, de sang et de mort. Une fois que tu montes à bord, tu t'enfonces étape par étape dans le monde d'Enba. Chaque étape grouille de monstres, et tu te bats jusqu'à la mort. Tout le monde dans ce bus, dit-il, fuit un péché qu'il a commis dans le monde de la surface. En entendant cela, Saku panique et insiste sur le fait qu'il n'est qu'un étudiant ordinaire, mais un vieil homme assis derrière lui prend la parole, l'avertissant de ne pas faire confiance à l'homme chauve. Il dit qu'il a mené une vie honnête, travaillant à la ferme toute sa vie, et qu'il a pourtant été embarqué dans ce bus maudit. Sa femme ajoute qu'elle ne faisait que le suivre et qu'elle a fini par être choisie aussi. Un jeune couple à proximité ricane en se disant que l'étudiant ne survivrait probablement même pas à la première étape. Saku reste silencieux, pensant à son propre passé. Il s'avoue qu'il a pris des vies, mais seulement sur commande, uniquement des criminels qui avaient échappé à la justice. Pour lui, cela ne compte guère comme un péché méritant une punition. Le bus continue d'avancer jusqu'à ce que l'annonce déclare le prochain arrêt, le lac Tsukiyomi. Un vieil homme panique soudainement, criant que les monstres arrivent. L'homme chauve le frappe à l'estomac, le traîne hors du bus et dit qu'il fera un parfait appât. Une fille apparaît de nulle part à côté de Saku, l'avertissant que quiconque suit aveuglément les ordres du chef finit par servir d'appât pour terminer l'étape.
Saku fait semblant d'avoir peur, mais à l'intérieur, il réfléchit à la manière de paraître faible tout en restant utile. La femme lui dit de descendre aussi, sinon il finira comme de la simple viande. Saku hésite, mais se fiche soudainement en voyant une main pâle et effrayante appuyée contre la vitre. Il crie qu'il y a un fantôme et sort du bus en courant. L'homme chauve sourit et dit que ce n'est que le début. La femme s'approche de Saku en se moquant de lui parce qu'il a déjà peur et lui demande s'il est vraiment un étudiant. Saku rétorque en lui demandant pourquoi cela lui importe. La question l'agace et elle lui lance un coup de poing. Saku l'esquive facilement, mais fait semblant de trébucher et de tomber, s'excusant rapidement. La femme remarque le coup manqué, mais laisse tomber, lui disant de bouger s'il ne veut pas être laissé pour compte. Pendant ce temps, le chef chauve attache le vieil homme la tête en bas, attendant que les monstres arrivent. Un autre homme du groupe dit à tout le monde qu'ils utiliseront les explosifs du chef pour faire sauter tous les monstres d'un coup et terminer l'étape. Le vieil homme, suspendu et impuissant, se met à crier qu'il ne veut pas mourir. Il leur offre autant d'argent qu'ils le souhaitent, mais le groupe se contente de rire, disant que l'argent est inutile dans ce monde. Le vieux couple de fermiers hésite, tenté par l'offre, mais leur peur l'emporte. Saku observe en silence, se demandant s'il doit aider, mais un bruit fort interrompt ses pensées. Le couple de fermiers commence à paniquer à l'apparition des monstres. Le chef lance des explosifs à tout le monde et leur ordonne de les jeter quand les créatures se rapprocheront. Saku en attrape un, mais ne comprend pas tout à fait comment il est censé fonctionner. Les monstres envahissent la zone, se rapprochant de l'homme suspendu. Soudain, les yeux du vieil homme s'écarquillent. Il reconnaît l'un d'entre eux. La créature s'avance et se présente comme Shimano, disant qu'elle l'attendait parce qu'il les a dépouillés de tout ce qu'il avait. L'homme balbutie qu'ils se sont suicidés, mais Shimano s'en moque. Elle enfonce ses griffes plus profondément dans sa chair alors que ses cris résonnent dans l'obscurité. Shimano prend le sang du vieil homme et touche son visage, restaurant la moitié de son beau visage humain. Le vieil homme continue de crier qu'il n'a fait de mal à personne, mais Shimano lui rappelle qu'il leur a pris jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Le vieil homme rétorque que tout ce qu'il leur a pris, c'est leur argent, et que le sang n'a rien à voir là-dedans. Il se plaint aussi que les monstres ne suivent aucune règle ici, car il n'a jamais fait de mal à personne. Cependant, Shimano lui dit qu'après l'explosion de l'usine, le vieil homme a volé l'argent de l'indemnisation de son mari et l'a poussé au suicide. C'est comme s'il leur avait vidé de leur sang de ses propres mains. Shimano lui arrache une de ses joues, déterminé à le vider de son sang en retour. Bientôt, les autres monstres commencent aussi à avancer, et Shimano rappelle au vieil homme qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi se venger de lui. À son apogée, le vieil homme disait à ses hommes d'ignorer les travailleurs qui manifestaient pour réclamer de l'argent. Cependant, il a dû freiner brusquement lorsque les manifestants lui ont bloqué la route et ont exigé l'argent de l'indemnisation après l'explosion de l'usine. Les ouvriers devaient payer les frais médicaux, ils avaient donc un besoin urgent d'argent. Shimano était l'une d'entre eux et a expliqué que le corps de son mari était brûlé à plus de 70%, et elle avait même le certificat médical. Cependant, le vieil homme lui a dit que la demande avait déjà été déposée et qu'il attendait l'approbation de l'entreprise. Shimano a supplié, disant que l'hôpital ne cessait de réclamer le paiement, mais le vieil homme est parti sans pitié. Elle l'a poursuivi jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de l'hôpital lui annonçant que son mari avait avalé une énorme quantité d'analgésiques d'un coup et qu'il était mort. Shimano était anéantie, mais elle savait que tout était de sa faute. Finalement, elle s'est aussi pendue. Maintenant, les monstres déchiquettent le vieil homme, le faisant hurler de douleur atroce. Le vieux fermier est terrifié par la scène, mais sa femme lui rappelle de se taire. Saku observe toute la scène et conclut que le vieil homme était vraiment un pêcheur. Il se demande si l'histoire n'était finalement pas un mensonge. Le chef chauve incite tout le monde à bouger, alors ils se précipitent vers les monstres avec leurs explosifs. Le couple de gangsters avertit Saku d'être prudent car les explosions sont incroyablement puissantes. Ils s'approchent de l'essaim de monstres qui déchiquettent le vieil homme et leur lancent leurs explosifs. Cela provoque une énorme explosion qui envoie Saku valser en arrière. Il tousse dans la fumée, mais remarque qu'un monstre rôde dans sa direction. Il se déplace avec la précision d'un assassin et tranche le monstre de plusieurs coups nets avec une dague. Cependant, Soku est déçu car il pensait que le monstre serait beaucoup plus résistant. Le chef s'approche et demande si Soku a éliminé le monstre. Le couple de malfrats pense que ça ne peut pas être lui car Soku a l'air pathétique. Soku fait semblant d'être terrifié et explique que le monstre pris dans l'explosion est juste tombé là par hasard. Le couple le croit et lui dit de chercher le couple de fermiers. Soku est surpris qu'il aille les aider, mais la femme dit qu'il est trop gentil de penser comme ça. Derrière eux, le chef examine le monstre et se rend compte qu'une explosion ne peut pas couper un monstre si nettement en deux. Le groupe cherche dans la zone pendant 1 heure, mais ne trouve toujours pas le couple de fermiers. Le chef maudit le couple pour avoir abandonné le groupe. Soka pense qu'ils ont peut-être été pris dans les explosions, mais le chef explique les règles, après avoir éliminé les monstres, chaque survivant doit monter dans le bus. Sinon, il ne bougera pas. La porte ne s'ouvre qu'une fois l'étape considérée comme terminée. Si elle est toujours fermée, cela signifie qu'ils sont vivants et qu'il errent de leur côté. Cela veut dire qu'il faut les chercher à l'extérieur. Le couple pense que c'est une perte de temps car les monstres ne cessent de réapparaître. Et s'ils continuent à se battre, ils finiront par manquer d'endurance et d'armes. Cependant, le chef leur dit d'arrêter de jacasser et de commencer à chercher. Le groupe commence donc à sortir de l'enceinte de la zone.
Sokka entend un bruit fort, ce qui pousse le chef à expliquer que les monstres ont réapparu. Ça signifie un autre combat. Les gangsters sont donc déterminés à donner une leçon au vieux couple quand ils les trouveront. Ils traversent les champs, mais Soku se demande si l'étape a vraiment été réinitialisée car tout semble bien trop paisible. Cependant, le couple de malfrats l'avertit de ne pas baisser sa garde. Plus loin sur le chemin, il rencontre un vieil homme avec un bœuf. La femme lui demande ce qu'il regarde, et l'homme commence à dire qu'un vieux couple est arrivé chez lui plus tôt, disant qu'il fuyait quelque chose et demandait de la nourriture. Le groupe reconnaît immédiatement que c'est le couple qu'il cherche. Le chef demande si le couple s'est présenté comme les Harimoto et où ils se trouvent maintenant. Le vieil homme dit qu'ils sont toujours chez lui car il n'arrête pas de dire qu'ils ont été séparés de leur groupe. Alors qu'ils suivent le vieil homme, il mentionne qu'il ne croit pas qu'il ait été attaqué par quelque chose de surnaturel. Le chef acquiesce simplement en disant que c'était probablement un ours. Saku, qui suit en silence, remarque que le village semble réel et que l'homme a l'air suffisamment humain. Il se demande ce qui va se passer ensuite. Le groupe suit le vieil homme jusqu'à une maison d'apparence ordinaire. Cependant, Saku sait que selon les standards de ce monde, c'est bien trop ordinaire. Plus ça semble normal, plus ça devient suspect. La femme du malfrat s'énerve contre un garçon qui la siffle, mais le vieil homme lui dit de ne pas s'en soucier, disant que le garçon est fou depuis longtemps. La femme l'avertit de ne plus laisser ce type s'approcher d'elle, sinon elle ne saura pas tendre la prochaine fois. Le vieil homme leur montre le chemin où le couple Haramoto les accueille avec joie. Le chef suppose qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car deux vieux schnocks ne représentent pas une grande menace. Le couple de fermiers exprime sa joie d'être réunis, faisant semblant d'être inquiets alors que ce sont eux qui se sont enfuis. Le vieil homme apporte des raviolis chauds et assure à tout le monde qu'il n'y a pas de poison dedans. Le groupe est affamé mais hésite encore. Le couple Harimoto commence à manger, disant que les habitants de ce village sont tous gentils. Un gros gars se précipite aussi sur les raviolis, mais le vieil homme le gronde pour son comportement. Le gros garçon les attrape quand même, tandis que le vieil homme explique que son fils n'est pas le plus brillant, car il tient de sa mère. Le reste du groupe finit par prendre ses propres raviolis, heureux de manger autre chose que de la nourriture en conserve. Saku en prend un aussi, pensant que si le fils du vieil homme en mange, ça devrait être assez sûr. Le chef dit qu'ils partiront dès qu'ils auront fini de manger, mais le vieux couple insiste pour qu'ils passent la nuit, disant qu'il fera bientôt nuit et qu'il y a des loups et des ours dehors, donc il est plus sûr de partir le lendemain midi. Comme par hasard, un bruit fort résonne, probablement le rugissement d'un ours. De manière inattendue, le chef demande à Saku ce qu'il faut faire. Saku demande s'ils ont assez de munitions, car que ce soit un ours ou un monstre, s'ils n'ont pas assez de puissance de feu, il ferait mieux de passer la nuit ici. Le chef est d'accord pour qu'il reste. Le chef et Saku dorment paisiblement, pendant que le couple profite de ses activités nocturnes. Cependant, le couple est surpris par une ombre à la fenêtre et se précipite dehors pour attraper le voyeur, qui s'avère être le gros fils du vieil homme. Le couple commence à frapper le gars pour avoir regardé, mais le laidron dit quand même que la femme est belle. Le type tatoué s'apprête à le frapper davantage, mais le vieil homme intervient, lui disant de renvoyer la dame dans sa chambre, et qu'ils peuvent en discuter. L'homme suit le vieil homme dans une pièce où le vieux couple Harimoto est également présent. Le vieil homme déclare hardiment qu'il veut acheter sa petite amie, tandis que le couple Harimoto essaie de le convaincre qu'une femme avec des tatouages ne peut pas être respectable. Ils lui disent de la vendre et d'utiliser l'argent pour trouver une meilleure femme. Le type tatoué réalise le véritable but de ces vieux pour les avoir amenés ici. Le vieux couple s'offusque de la vérité et commence à le manipuler, en disant qu'il n'est pas non plus une bonne personne. Le vieil homme insiste, disant qu'il devrait prendre l'argent tant qu'il le peut, puisqu'il est de toute façon pourchassé. Le type tatoué lui dit de se la fermer et écrase la tasse dans sa main. Il se retourne pour partir, mais dès qu'il ouvre la porte, le gros garçon apparaît avec un tabouret et le lui fracasse sur la tête. Il continue de frapper le type tatoué pendant que les trois vieux monstres regardent. La femme exige 200 000 pour monter un spectacle devant le chef demain. Le vieil homme soutient que l'accord était pour 150 000, mais le couple Haramoto insiste sur le fait que le chef est intelligent, et que s'il le découvre, les choses tourneront mal. Après le bain de sang, le gros garçon s'approche de la femme endormie et grimpe sur son lit avec un sourire obscène. Il met une main sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas crier d'horreur. Le lendemain, le couple Haramoto frappe à la porte en panique, disant que le couple tatoué a disparu. Ils se plaignent au chef que le couple est parti sans rien dire. Le chef pense qu'il ne se serait pas simplement enfui, sachant que le bus ne partirait pas tant que tout le monde ne serait pas réuni. Soku pense aussi qu'ils ont dû être mêlés à quelque chose. Quand il vérifie la chambre, le vieil homme dit qu'il aurait dû surveiller son fils de plus près, car le couple a dû partir en trombe après la dispute. Il ajoute qu'il y a des ours dehors, mais que tout le village les cherche, donc ils auront bientôt des nouvelles. Comme prévu, un homme court vers eux en disant qu'ils ont trouvé des vêtements laissés par des animaux sauvages. Sokka reconnaît les vêtements et le sang dessus. Cependant, le chef l'attrape par le col et lui dit de baisser la tête et de faire semblant de chercher des indices. Le chef réalise que ce village est dangereux. Si des invités disparaissent, la première chose à faire est de le signaler à leurs compagnons, pas de se précipiter pour chercher. Soku en conclut qu'ils ont tout manigancé depuis le début. Le chef loue son intelligence et lui fait part du plan suivant. Tous les deux réalisent que le village du lac de la Lune n'a pas de monstres,
mais que les humains ici sont bien plus effrayants que n'importe quel monstre. Le couple Harimoto fait semblant d'être triste, mais le chef et Soku peuvent voir que ces gens semblent être du côté des villageois. Le chef annonce qu'ils n'ont d'autre choix que de retourner au bus si le couple tatoué est vraiment mort. Cependant, le couple Harimoto veut rester pour chercher les corps pendant quelques jours de plus. De manière inattendue, Soku dit qu'il ne veut pas non plus rentrer. Le chef l'attrape par le col, mais Soku reste ferme, disant qu'il veut vivre paisiblement dans ce village si l'alternative est de combattre des monstres. Le chef le jette au sol et lui marche dessus en disant que 2 personnes sont mortes ici, donc il n'y a aucune raison de rester. Soku rétorque que c'est arrivé uniquement parce qu'ils sont entrés seuls dans le village. Le chef demande au vieux couple, et ils disent qu'ils resteront aussi dans le village. En entendant cela, le chef se détourne et s'en va. Plus tard, Soku assure aux 3 vieux qu'il prendra soin d'eux désormais. Ils se sentent rassurés et commencent à dire qu'ils lui trouveront une femme convenable à épouser. Saku est si ivre qu'il se met à ronfler, ce qui fait rire les vieillards, qui disent que c'est comme avoir un petit-fils à la maison. À minuit, Saku est étalé sur son lit, mais ouvre soudainement les yeux. Saku s'empare d'une torche et commence à chercher. Il entend quelque chose provenant d'une porte de cave, alors il s'en approche et frappe doucement. Une voix étouffée répond, alors Saku saisit un pied de biche et l'ouvre de l'intérieur. Il est choqué de voir que la fille tatouée est ligotée à l'intérieur de ce petit espace. Elle essaie de crier à l'aide, mais Saku lui dit de se taire pendant qu'il lui enlève le ruban adhésif du visage. Il lui demande ce qui lui est arrivé en lui déliant les mains. La femme lui dit que les Harimoto et les autres ont essayé de la vendre à ce gros type fou. Saku lui rappelle une fois de plus qu'elle fait trop de bruit et place une main sur sa bouche. La femme est surprise qu'un étudiant faible comme lui puisse être aussi fort. Saku l'interroge sur son petit ami, mais elle suppose qu'il était avec Saku et le chef. Saku réalise que tous les vêtements tachés de sang dans les montagnes étaient des vêtements d'homme. Soudain, le vieil homme jette un œil dans l'entrebâillement, demandant ce qui se passe. Saku saisit le cou de la femme et lui demande s'il a l'air plus cool que ce type tatoué. Le vieil homme commente que les jeunes n'ont aucune patience et prévient Saku que la femme a un tempérament de feu. Saku appelle le vieil homme père et l'assure qu'il ne perdrait pas en force. La femme est horrifiée que Saku soit l'un d'entre eux, mais il lui chuchote de jouer le jeu tout en lui criant simultanément de bien se tenir. Le vieil homme le félicite et lui dit de faire ce qu'il veut avant de partir. Saku s'excuse, mais la femme lui pardonne puisqu'il l'a aidé. Saku explique que la seule façon de quitter cet endroit est de s'échapper la nuit. La femme suggère d'assommer les vieillards pour les faire taire, mais Saku explique que ce n'est pas si simple. Cet endroit est une réplique d'un village du monde réel, et l'unité des villageois est extrêmement forte. S'il essaie de bouger pendant la journée, tous les villageois se retourneront contre eux. Pour eux, être amené dans un lieu inconnu est un grand désavantage. La femme demande le rôle du chef et de son petit ami dans ce plan. Saku explique que la nuit, les Harimoto et les autres seront récupérés par le chef car ils ne veulent pas quitter cet endroit. Quant à son petit ami, il est déjà fichu. La femme s'agite et exige une explication. Saku lui dit que c'est très probablement le chef du village et sa famille qui sont derrière tout ça, qu'ils ont sans doute échoué à l'acheter à son petit ami et ont pris des mesures drastiques. La femme maudit les Harimoto pour leur complot et n'arrive pas à croire que le trafic d'êtres humains existe même dans ce monde. Elle commence à déchirer ses vêtements, surprenant Saku, et explique qu'il doit faire croire à une agression sinon cela se remarquera. Après un moment, Saku la laisse en désordre. Le vieil homme le félicite de s'être donné à fond, alors Saku lui dit qu'il voulait juste montrer son vrai visage au vieil homme. Alors que Saku se promène dans le village, il tombe sur une femme qui crie qu'elle n'est pas folle. Cependant, les villageois commencent à la battre, en disant que c'est une autre de ses crises. La femme se met à pleurer, et Saku remarque que ses pieds sont enchaînés en plus d'être enfermés dans une petite pièce. Les villageois reconnaissent Saku comme le fils adoptif du vieil homme et savent aussi qu'il a acheté la femme tatouée. Ils remarquent qu'il ne répond pas, alors Saku fait semblant de se vanter de sa possession. Les villageois se mettent à rire, mais Saku veut juste en finir avec eux tous à ce moment précis. Plus tard dans la nuit, le couple Harimoto apporte la nourriture pour le dîner. Saku propose son aide, mais ajoute quelque chose au repas en le transportant à l'intérieur. Les 3 vieux se rassemblent pour manger, mais Saku leur dit de commencer pendant qu'il apporte de la nourriture à son frère et à la femme. Les 3 se mettent à manger immédiatement et félicitent même Saku d'être un enfant si dévoué. Bientôt, leurs estomacs commencent à leur faire mal tandis que leur tête se met à tourner. Pendant ce temps, Soku et la femme s'éclipsent. Il lui dit que le chef les attend à l'entrée du village. La femme veut mettre le feu à tout l'endroit avant de partir, mais Soku lui dit qu'il a déjà mis le médicament que le chef lui a donné dans leur nourriture, donc les vieux mourront bien assez tôt. Les 2 courent vers le mur extérieur, mais le gros garçon les bloque, leur ordonnant de ne pas emmener sa femme. Il pousse Soku, et la chute fait un bruit assez fort pour que les villageois se réveillent. Les 2 fuyards maudissent leur chance. Le gros les saute sur Soku en réclamant sa femme, mais le protagoniste le plaque facilement et le jette au sol. Il attrape la femme et se met à courir, mais les villageois les repèrent en train de s'échapper et se lancent à leur poursuite. Soku n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes personnes amicales qu'il a rencontrées plus tôt. Pendant qu'il court, la femme trébuche et tombe, suppliant Soku de ne pas la laisser seule. Quand les villageois s'approchent, ils découvrent qu'elle a complètement disparu, alors ils se séparent pour la chercher. Saku et la femme se cachent,
mais elle détale et se met à courir seule. Un villageois la trouve et crie à l'aide, alors Saku couvre la bouche de la femme et l'assomme. D'autres villageois commencent à chercher l'origine de la voix, alors Saku dit à la femme de se dépêcher. Alors qu'il s'enfuit, un appel à l'aide les arrête, et ils se retournent. Saku commence à crocheter la serrure tandis que la femme se demande comment un étudiant peut connaître une telle astuce. Tous deux entrent dans la pièce, mais la femme se couvre le nez à cause de la puanteur. À l'intérieur, ils trouvent une femme recroquevillée dans un coin, marmonnant qu'elle ne s'échappera jamais. Saku la console, lui rappelant qu'elle l'a appelé à l'aide plus tôt. La femme insiste sur le fait qu'il n'est pas de ce village et révèle qu'elle n'est pas d'ici non plus. Elle se présente comme Miko Ida, une étudiante diplômée de l'université de Nanka. Elle s'effondre en disant qu'elle ne peut plus s'échapper et le supplie de le dire à son père. Saku comprend et lui donne même un briquet quand elle le demande. Les deux se préparent à partir pendant que Miko allume un feu et fixe la flamme comme si c'était son seul espoir. Le chef les attend à l'entrée du village, armé et prêt. Les villageois les repèrent en train de fuir, alors les deux autres sortent leurs armes et disent à Saku de rester caché, supposant qu'il ne sait pas s'en servir. La femme charge les villageois, mais au moment où les armes sont révélées, les villageois paniquent et se dispersent. Le chef demande où ils en sont, et Saku l'informe que les Harimoto et les autres mourront bientôt. La femme pense que c'est bien fait pour le vieux couple. S'il aime tant rester ici, ils peuvent y rester pour la vie. Les villageois reviennent en se pavanant, se vantant de lui couper les membres une fois qu'ils auront trouvé la femme tatouée, mais ils sont choqués de trouver la porte verrouillée ouverte. Ils se précipitent pour capturer Miko et sont surpris par le feu. Ils essaient de l'éteindre, mais il se propage rapidement. Bientôt, l'incendie devient énorme et engloutit les villageois vivants. Miko observe toute la scène, satisfaite de la fin d'un village aussi impitoyable. À la périphérie, les trois vieux rampent d'agonie, mais les flammes les atteignent et ils ne peuvent que supplier à l'aide. Les maisons brûlent, des rochers leur tombent dessus, et après leur mort, leurs âmes quittent leur corps et atteignent le bus où Saku et les autres sont assis. Ils sont déjà morts, mais leur passé est diffusé dans le bus. Il s'avère que le couple Harimoto avait l'habitude de vendre de jeunes filles à de vieux hommes défigurés. Saku réalise que les humains peuvent être bien plus effrayants que les fantômes. Ensuite, le chef explique que c'est le point de passage pour la station Kazuki. Si les points de Saku dépassent les siens, Saku deviendra le chef. Il trouve étrange qu'un étudiant qui ne sait même pas utiliser une arme ait 50 points. Soka demande s'il y a des points qui ne sont pas montrés à tout le monde. Le chef, Toji, dit que des points cachés se révéleront bientôt devant lui. Le total des points d'étape est la somme des points publics et cachés. Le maximum est de 100 points, et seul un acte spécial permet de gagner des points supplémentaires. Eri leur rappelle que les points cachés sont rares et sans importance pour un étudiant comme Soku. Elle dit que les points peuvent être échangés contre des fournitures. Il confie la gestion des points publics au chef. Toji obtient 20 points de blessure, Eri 30, et Saku en reçoit 50. Il se dit que c'est probablement pour les dégâts qu'il a causés au début. Eri s'approche, supposant qu'il a le moins de points. Saku joue le jeu et leur dit de s'occuper des choses. Il se demande comment dépenser ses points et remarque une option. 10 points accordent 2 minutes de contact avec le monde réel lors d'un événement aléatoire. Saku confirme que tout ce qui se passe dans ce monde souterrain est un reflet du monde réel, alors le chef répète que ceux qui finissent ici sont ceux qui ont commis des crimes de l'autre côté. Eri fait remarquer que tout le monde ici sera puni et demande avec moquerie si Saku a peur. Cependant, Saku l'ignore et dit qu'il veut conclure un marché. Eri le regarde comme s'il avait perdu la tête, incapable de croire qu'il veuille vraiment parler à quelqu'un dans le monde réel pendant 2 minutes. Elle lui rappelle qu'ils ne peuvent demander l'aide de personne de l'extérieur. Même Toji est d'accord, disant qu'il a déjà essayé, mais que personne à l'extérieur n'a jamais pu localiser ce bus. Pourtant, Soku utilise obstinément ses points pour contacter les parents de Meko Eda. L'appel aboutit, mais les parents pensent immédiatement que c'est une farce. Soku se présente comme l'ami de Meko, mais ils ne le croient pas car elle a disparu il y a 10 ans. Il leur dit qu'elle ne peut plus revenir et leur demande s'ils se souviennent encore de l'incendie du mont Inzo. Il y a 3 ans, explique-t-il, cela s'est produit au fin fond des montagnes où il n'y avait aucune mesure de précaution, et à la fin, tout le monde dans le village est mort. La vérité, révèle-t-il, est que les villageois étaient impliqués dans un trafic d'êtres humains. L'endroit était si pauvre qu'ils pensaient pouvoir acheter des étudiants pour seulement quelques centaines de milliers de yens. Le couple fait enfin le lien et réalise que Mako a déclenché l'incendie, mais il demande toujours pourquoi elle ne peut pas revenir. Saku répond solennellement qu'elle est morte brûlée vive avec le village. Il transmet ses dernières paroles, disant qu'elle aimait ses parents et souhaitait être à nouveau leur fille dans sa prochaine vie. Le vieux couple s'effondre, leurs larmes un mélange de douleur et de soulagement, obtenant enfin la certitude que leur fille est vraiment partie. Il se remémore sa vie joyeuse et sa mort tragique. Alors que l'appel se coupe, Saku se demande combien de temps encore des choses comme ça continueront à se produire dans le monde réel, et si le seul moyen de les arrêter est de ce côté-ci. Eri le traite immédiatement d'idiot pour avoir gaspillé ses points publics pour autre chose que des fournitures. Elle se moque de lui, le traitant d'un télo qui étudie trop et qui finit par tout gâcher quand ça compte vraiment. Saku serre les dents et réplique, lui demandant si elle n'a vraiment aucune compassion après avoir vu ces scènes de la vie réelle se dérouler sur scène. Eri le foudroie du regard, supposant qu'il prend de grands airs. Toji intervient et leur dit de se calmer et de ne pas se battre entre eux. Mais Eri n'a pas fini.
Elle suggère d'utiliser un idiot comme Soku, qui ne sait même pas manier une arme, comme Appa la prochaine fois. Toji lui rappelle qu'ils ont terminé la dernière étape grâce au courage et à l'intelligence de Saku. Contrairement à elle, il a vraiment fait quelque chose d'utile. Il leur dit de garder leur énergie car la prochaine étape est sur le point de commencer. Il leur ordonne également d'acheter uniquement le strict minimum d'armes et de matériel de survie avec leurs points publics. Yuri est satisfaite d'avoir secrètement acheté de la nourriture avec ses points privés et lance une autre pique à Soku, disant qu'il a agi comme un étudiant typique en gaspillant ses points pour quelqu'un d'autre. Soku réplique en lui demandant si elle a raté son examen d'entrée puisqu'elle n'arrête pas de mentionner qu'il est étudiant, puis ajoute qu'il a dépensé ses points exactement comme il le voulait. Ça l'énerve, et elle est sur le point de le frapper quand Toji intervient à nouveau, leur disant d'arrêter car ils ont atteint la prochaine étape. Le bus s'arrête juste devant le lycée Seka. Alors qu'ils sortent, Toji les informe que chacun d'eux a un sac avec une arme, 6 balles et un couteau pliant. Ils aperçoivent quelqu'un s'approcher et se préparent immédiatement, prêt à abattre n'importe quel monstre qui arriverait. Mais à la place, c'est juste un type à l'air tout à fait normal, leur disant que c'est l'heure des cours. Les trois se figent, complètement abasourdis, mais l'homme fronce les sourcils devant leur visage vide. Il gronde Saku pour être venu en tenue décontractée. Bien qu'ironiquement, Saku soit celui qui est habillé le plus convenablement des trois. Eri ricane, mais l'homme se tourne ensuite vers elle, lui disant d'enlever son autocollant de tatouage. Elle semble prête à discuter, mais Toji l'arrête discrètement avant qu'elle n'aggrave les choses. Le trio suit l'homme à l'intérieur et se retrouve dans une salle de classe. Tout semble parfaitement normal, mais Eri se penche pour rappeler à Soku que le dernier village avait l'air normal aussi, alors il ferait mieux de rester sur leur garde. 3 sièges vides se trouvent dans la classe, et ils en prennent un chacun, essayant de se fondre dans la masse comme des élèves normaux. Saku et Toji ouvrent leur manuel et les trouvent tout à fait normaux, mais Eri tremble. Son livre est couvert page après page du mot meurt. Les lettres sont écrites en cramoisi profond, comme du sang, et ses mains commencent à trembler tandis que son sang se glace. Quand l'école se termine, Toji conclut que cette étape vise clairement Eri, c'est pourquoi seul son manuel est maudit. Eri, maintenant paniquée, leur rappelle qu'ils sont coéquipiers depuis longtemps et les supplie de ne pas l'utiliser comme appât. Elle insiste sur le fait qu'elle est plus utile que l'étudiant, mais Saku dit calmement que des alliés loyaux valent plus que la force de combat. Ils sont ici à cause de quelque chose qu'elle a fait dans le monde réel, quelque chose qu'elle n'a jamais réparé. Le visage de Eri pâlit, mais elle insiste toujours sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal. Saku lui conseille de ne jamais pouvoir terminer cette étape à moins qu'elle ne l'admette. Même le chef lui dit froidement de survivre par ses propres moyens. Eri panique en disant que Toji l'a aidé lors de la dernière étape, mais Toji répond que sans la règle les forçant à rester ensemble, il ne l'aurait pas sauvé non plus. Dans ce monde, seule la survie compte. Quand Eri attrape sa chemise, désespéré de l'arrêter, Sokka intervient et lui demande de leur dire la vérité pour qu'il puisse l'aider. Toujours têtu, Eri le foudroie du regard et demande pourquoi l'étudiant n'est pas la cible ici. Puisque c'est une école, Sokka la regarde avec des yeux glacials en lui demandant une explication à propos de son cahier. Il dit que les humains sont des créatures stupides qui ne veulent jamais admettre leurs péchés. Même Toji ajoute que si elle était vraiment innocente, elle ne serait pas ici en premier lieu. Le visage d'Eri se tord de peur et de déni alors qu'elle murmure enfin que ce n'était pas sa faute. Eri entre dans l'école comme tout le monde, mais son expression trahit tout. Elle est terrifiée. Pourtant, elle continue d'essayer de se convaincre qu'elle n'est pas la cible cette fois. Tout le monde ici a l'air normal, alors peut-être que toute cette étape est destinée à quelqu'un d'autre, peut-être ces deux-là. Mais avant qu'elle puisse finir sa pensée, une main l'attrape par derrière. Son cœur manque de sortir de sa poitrine, seulement pour réaliser que c'est juste une fille amicale lui rappelant la réunion de ce soir. Eri a l'air confuse jusqu'à ce que les autres se joignent à elle, lui rappelant leur soirée hebdomadaire d'histoire de fantômes tous les mercredis. Il crée l'engouement, promettant des collations et du plaisir avant de la pousser gentiment en avant pour qu'elle les rejoigne. Plus tard dans la nuit au dortoir, tout le monde trie ses affaires et se rassemble au milieu de la pièce. Eri reste sur son lit, distante et silencieuse. Quand les filles lui demandent de se joindre à elle, elle dit qu'elle veut dormir tôt car elle ne se sent pas bien. Elle n'insiste pas, mais la convainc d'écouter au moins une histoire de fantôme avant de terminer la soirée. L'histoire parle d'une élève de 2e année de la classe 3 qui errait dans le couloir la nuit. On dit qu'elle s'est suicidée là-bas, et depuis, les professeurs et les élèves évitent complètement ce couloir. Une fille demande comment la conteuse connaît même ces détails alors que c'est quelque chose dont personne n'est censé parler à l'école. La fille sourit d'un air suffisant, disant que son oncle est le directeur adjoint, donc elle sait tout. Elle continue en décrivant comment le corps de la fille morte avait des blessures de couteau partout, même avant sa mort. C'est apparemment pour ça que son esprit est revenu. Les autres frissonnent en réalisant qu'elle a dû être harcelée, et ils se demandent qui l'a fait. La pensée que le coupable pourrait être quelqu'un de leur propre école leur donne des frissons. Tout le monde sait que le fantôme de quelqu'un qui est mort tragiquement est toujours le plus effrayant. Eri se fige. Son visage pâlit alors qu'elle réalise de qui il parle. Des souvenirs qu'elle avait profondément enfouis commencent à remonter à la surface, morceau par morceau. Elle se souvient enfin de ce qu'elle a fait. Ça commence avec plusieurs filles qui coincent une camarade de classe et lui versent de l'éau sale dessus. Et bien sûr, la meneuse est Eri. Elle tire les cheveux de la pauvre fille et lui dit qu'elle ne lui pardonnera que si elle tourne 3 fois sur elle-même et aboie comme un chien.
La fille refuse de faire quelque chose d'aussi humiliant, et cela ne plaît pas du tout à Eri. Elle sort une lame de rasoir bien aiguisée et l'approche du visage de la fille. Les autres paniquent, la suppliant d'arrêter, mais le regard glacial d'Eri les fait taire instantanément. Même là, ses soi-disant amis essaient de la raisonner, disant qu'elles ont déjà assez fait peur à la fille pour la tenir éloignée de Tiger. Mais Harry serre les dents, brandissant le rasoir vers elle, et leur demande si c'est vraiment leur décision finale. Quand elle refuse de participer, elle craque et les chasse. La fille harcelée essaie de s'enfuir aussi, mais Harry la rattrape et lui lacère le bras, faisant couler le sang. Elle l'attrape par les cheveux, prête à en faire plus, mais la fille la prévient qu'elle le dira au professeur et à la police. Harry rit cruellement, disant que son père est le président du groupe Keiko, donc personne ne l'écoutera. Elle se moque aussi des parents sourds de la fille. C'est à ce moment-là que la fille finit par craquer. Poussée par la rage, elle bouscule Harry, et dans la bagarre, le rasoir entaille le bras d'Harry. En voyant son propre sang, Harry perd complètement la tête et commence à frapper la fille. À ce moment-là, un professeur fait irruption et arrête la bagarre. Mais Harry déforme l'histoire, rejetant toute la faute sur l'autre fille. Elles sont toutes les deux emmenées dans le bureau du directeur et doivent écrire une rédaction de 20 000 mots. La fille harcelée essaie d'expliquer qu'elle n'a rien fait de mal, mais le directeur lui reproche quand même, l'accusant d'être responsable de son harcèlement. Quand leurs parents arrivent, la différence est saisissante. Le directeur salue le père d'Harry avec un sourire poli, mais l'homme a l'air agacé, lui disant de se dépêcher car il n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. Pendant ce temps, l'autre fille fait signe à sa mère qu'elle va bien. Au lieu de remords, Harry les regarde avec dégoût, prétendant qu'ils ont dû faire quelque chose de sale pour gagner leur argent et élever une fille. Soudain, le père d'Harry l'attrape par le col, furieux qu'elle ait causé des ennuis. Il annonce qu'elle ne restera plus au dortoir et qu'il la disciplinera correctement à la maison. Pendant ce temps, le directeur renvoie la fille harcelée sans hésitation, affirmant qu'elle a blessé une camarade avec un couteau. La fille proteste que ce n'est pas juste, mais le directeur explique froidement que les parents d'Harry sont les présidents du groupe Keiko, donc il n'y a rien à faire. Elle lui dit que c'est pour son bien et lui ordonne de l'expliquer à sa mère en langue des signes. Sur le chemin du retour, le père d'Harry ne cesse de la gronder, disant qu'elle ruinera la réputation de l'entreprise si l'affaire s'ébruite. Pourtant, Harry refuse d'admettre qu'elle a harcelé qui que ce soit. Furieux, son père lui tire les cheveux et dit qu'elle n'a servi à rien depuis le jour où elle et sa mère sont entrées dans sa vie. Harry rétorque que seule sa petite sœur, la fille qu'il a eue avec sa nouvelle femme, semble compter pour lui. Ça a touché un point sensible. Il la gifle, disant que si ce n'était pas pour sa réputation, il l'aurait forcée à s'excuser devant toute l'école. Harry touche sa joue en tremblant, murmurant que tout ce qu'il fait n'est que pour la frime de toute façon. Une fausse inquiétude pour protéger l'image de son entreprise, pas elle. Le lendemain, la fille arrive à l'école comme d'habitude, essayant d'agir normalement. Mais avant même qu'elle puisse respirer, Harry et ses sbires la traînent dans un coin. Harry la fusille du regard avec ce même sourire narquois et dit que ce n'est pas encore fini. La fille lui rappelle que les professeurs et ses parents sont déjà au courant du harcèlement, mais Harry en rit, toujours aussi suffisante. Elle demande si la fille pense vraiment que tout ça a de l'importance, sortant à nouveau le rasoir comme si c'était un jouet. La fille menace de la dénoncer, mais Harry reste confiante, disant que même si cela devenait un énorme scandale, tout ce qu'elle aurait à faire serait de se présenter au conseil scolaire. Elle lui rappelle que son père est le président d'une entreprise prestigieuse. Il existe une infinité de façons pour lui de la forcer à un retrait volontaire. Harry se penche et lui murmure que si cela arrive, elle sera condamnée à vivre une vie misérable avec sa mère sourde. Le visage de la fille se vide de toute couleur alors que Harry presse le rasoir contre sa joue, et un mince filet de sang commence à couler. Pendant le cours, un garçon assis près de la fille remarque que quelque chose ne va pas. Il lui demande si elle a attrapé froid, car elle porte des manches longues malgré la chaleur. Il lui propose même un médicament contre le rhume, mais elle insiste doucement qu'elle va bien. À ce moment-là, Harry et sa bande apparaissent à la porte de la classe, frappant doucement, mais avec ce même air sinistre. Elles lui font signe de sortir. La fille tremble, ses mains tremblent, mais elle se lève quand même et les suit silencieusement hors de la classe, tandis que son voisin de table regarde toute la scène, l'inquiétude se lisant sur son visage. Le temps passe et le garçon commence à s'inquiéter. Elle est partie depuis un moment. Quand elle revient enfin, elle a l'air complètement amochée, les cheveux en désordre, l'uniforme froissé, les yeux vides. Elle se cache derrière son manuel en espérant que personne ne le remarquera, mais le garçon ne peut s'empêcher de lui demander si ce sont ses filles qui lui ont fait ça. Il lui suggère de le dire au professeur, mais elle écarte rapidement l'idée en disant qu'elle s'est accidentellement griffée. Avant qu'il puisse insister, le professeur lui lance un morceau de craie pour avoir chuchoté et la classe éclate de rire. Le garçon se lève pour s'expliquer, mais la fille l'interrompt en disant qu'elle se sentait juste un peu malade et qu'elle était allée chercher un médicament. Malgré tout, le garçon lui dit gentiment que si elle ne se sent pas bien, elle devrait aller à l'infirmerie au lieu d'essayer de gérer ça toute seule. Après l'école, la fille rentre chez elle, l'épuisement et la tristesse gravés sur son visage innocent, mais sa dure journée n'est pas terminée. Sorti de nulle part, un garçon blond, le futur petit ami d'Harry, l'attrape et l'entraîne avec lui, en disant que ça fait longtemps. À bout de nerfs, la fille le gifle violemment. Cela ne fait que l'enrager davantage.
Il l'attrape par le cou, resserrant sa prise. C'est alors que son voisin de table se précipite, repoussant le type et lui disant de ne plus jamais lever la main sur une femme. Le garçon blond le menace, mais le voisin de table lui répond qu'il attend avec impatience son arrestation. Il emmène ensuite la fille en lui disant qu'à partir de maintenant, elle devra se défendre si quelqu'un essaie de lui faire du mal à nouveau. Plus tard, Harry rencontre le type blond qui est toujours en train de bouillir de rage. Elle se tient devant lui, calme et sûre d'elle, lui disant d'abandonner la fille parce qu'elle a déjà un petit ami maintenant. Il ricane en lui demandant si elle est là pour se moquer de lui, mais Harry se contente de sourire froidement, en disant qu'elle va le venger. Elle lui rappelle que le règlement de l'école stipule clairement que les relations amoureuses entre élèves sont un motif d'expulsion. Puis elle révèle son atout, une photographie de la fille et de son voisin de table se tenant très proches l'un de l'autre. Le lendemain, la mère de la fille demande des explications à l'école. Le directeur explique qu'en tant qu'établissement préparatoire à l'université, il n'autorise pas les relations amoureuses entre les élèves. Elle prétend être désolée pour la fille, car elle a d'excellentes notes et une bourse, mais souligne que ses résultats ont baissé ce semestre. Le directeur ajoute également que le garçon a déjà été renvoyé. La fille proteste, disant qu'il n'était pas du tout impliqué, mais le directeur explique qu'ils ont la photo comme preuve, qui a été envoyée anonymement. Elle précise qu'elle aurait peut-être pu sauver la fille si elle avait été la seule à recevoir la photo. Cependant, la fille en a assez, alors elle s'enfuit du bureau. Plus tard, les élèves bavardent sur les activités scolaires habituelles quand les cris de quelqu'un qui meurt résonnent dans tout le bâtiment alors que les élèves s'éloignent en trébuchant de la silhouette pendue. Pendant ce temps, Harry est en train de se demander si elle doit aller taquiner à nouveau son futur petit ami quand elle entend les cris terrifiés de ses sbires. Elle se retourne, confuse, jusqu'à ce que son cœur s'arrête net. Le voilà, le corps bleuté suspendu de la fille qu'elle a tourmentée, se balançant légèrement dans les airs. De retour au présent, Harry essaie de se convaincre que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle blâme le directeur, le professeur principal, même la mère sourde de la fille, n'importe qui sauf elle-même. Mais quand le fantôme de cette même fille apparaît devant elle, la bravade d'Harry se brise complètement. Son visage se vide de toute couleur face aux horreurs de son passé. Harry se prend la tête entre les mains, tremblante et hurlante, tandis que les autres filles éclatent de rire. Ce n'était qu'une blague depuis le début. Furieuse, elle leur fait un doigt d'honneur, jurant à voix basse en sortant du lit et en quittant la pièce en trombe. Les filles ricanent, chuchotant qu'elle est complètement perdue pour une blague inoffensive. En courant dans le long couloir sombre, Harry marmonne que tout le monde dans cet endroit est devenu complètement fou. Elle s'arrête aux toilettes, essayant de se calmer et de se convaincre que toute cette étape ne la vise pas. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien à voir avec la mort de la fille. Ça doit être pour sa cul. Déterminée à se disculper, elle décide de parler au chef le matin. Mais alors qu'elle revient sur ses pas, un son sinistre résonne dans le couloir. Le grattement métallique d'une lame de rasoir que l'on sort. Le dortoir disparaît soudainement, laissant derrière lui un unique couloir sans fin. La panique s'installe. Elle sprinte, mais son pied se prend dans quelque chose, et elle s'écrase au sol juste au moment où les lumières commencent à clignoter et à s'éteindre une par une. Tremblante, elle se recroqueville, se serrant fort dans ses bras et fermant les yeux, puis viennent les coupures tranchantes, vives, rapides, et la chaleur du sang qui coule le long de ses bras. Son cri déchire le silence, surprenant ses colocataires qui se demandent comment elle peut être si terrifiée pour une simple farce. Harry continue de hurler, criant qu'elle n'a causé la mort de personne, qu'elle est innocente. Mais ses colocataires, maintenant avec des visages fantomatiques et tordus, la fixent et lui demandent si c'est vraiment la vérité. Son esprit se vide et elle s'effondre sur le champ. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle est de retour dans son lit. Pendant une seconde, elle pense que tout n'était qu'un cauchemar jusqu'à ce qu'elle voie les marques gravées sur ses bras. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Son père entre en trombe avec le proviseur, furieux qu'elle ne se soit pas réveillée même après que ses colocataires aient essayé. Harry essaie d'expliquer que personne ne l'a réveillée, mais le proviseur insiste sur le fait que 3 personnes ne peuvent pas toutes mentir. La colère de son père explose et le son d'une gifle résonne dans la pièce. Plus tard, pendant le cours de sport, son père la réprimande à nouveau, l'accusant de s'être blessée juste pour déshonorer leur famille. Il déclare qu'il la ramène à la maison immédiatement. Cantar réplique avec frustration, il la fait taire, disant qu'elle les a assez humiliés, et que si ce bazar fait la une des journaux, ça détruira leur réputation. Toute l'école regarde tandis qu'il l'entraîne, une tension palpable dans l'air. Ses colocataires chuchotent aux autres que Harry a crié à propos d'un fantôme la nuit dernière et qu'elle était couverte de coupures quand elle est revenue en courant. Elles ajoutent que, malgré tous leurs efforts, elle ne cesse pas réveillée le matin. Certains pensent que le stress des études l'a finalement fait craquer, tandis que d'autres craignent qu'elle puisse s'en prendre à eux ensuite. En observant le chaos se dérouler, Toji en conclut que cette épreuve vise définitivement Harry. Saku se demande ce qui va se passer maintenant qu'elle a été ramenée chez elle. Toji explique que l'école est toujours en pause le samedi après-midi, et que tout le monde doit être de retour au dortoir pour le dimanche. Il gronde Saku de ne toujours pas comprendre comment fonctionnent les règles. Saku rit maladroitement, admettant qu'il n'est pas aussi vif que le chef. Toji l'avertit que cet état d'esprit le fera éliminer, mais Saku hausse simplement les épaules en disant qu'il se débrouillera d'une manière ou d'une autre. Après les cours, Toji fait le point avec Saku sur les fournitures et l'emplacement.
Saku l'assure que tout est emballé dans son sac et qu'il a obtenu l'adresse en disant au professeur qu'il devait déposer des devoirs. Les deux arrivent finalement à un manoir luxueux, bien que Toji soupçonne que ce n'est qu'une autre illusion créée par l'épreuve. Alors qu'un domestique les conduit à l'intérieur, Eri apparaît soudainement, frappant désespérément à la vitre, essayant d'attirer leur attention. Eri continue de frapper désespérément à la vitre, mais quelqu'un tire soudainement le rideau, la cachant à leur vue. Soku remarque qu'elle s'est blessée, bien que Toji ne semble pas surpris, disant que cette épreuve la cible clairement en particulier. Soku se demande si Eri vivait aussi dans une villa luxueuse avec des serviteurs dans la vraie vie, mais Toji en doute. Le domestique leur dit poliment de s'asseoir avant de partir appeler le chef de famille. Quelques instants plus tard, le père d'Eri arrive, son expression sévère et calme. Saku se présente comme le camarade de classe d'Eri, expliquant que leur professeur lui a demandé de lui apporter ses devoirs. L'homme a l'air choqué de voir Toji également, remettant en question sa présence. Saku clarifie rapidement que Toji peut paraître un peu rude, mais ses notes sont solides, et il est même le délégué sportif de la classe. L'homme ne le croit manifestement pas et leur dit simplement de donner les devoirs avant de les congédier. Alors qu'ils sortent, Toji marmonne qu'il pouvait pratiquement sentir l'attitude condescendante de ce type suinter de lui. Saku est d'accord, disant que peut-être Eri cherchait un vrai lien familial parce que la froideur de son père la laissait vide. Mais au fond de lui, même lui sait que le chemin que Eri a choisi est le sien, et qu'il n'y a plus de place pour la sympathie maintenant. Toji lui dit qu'ils passeront à l'action ce soir, puisqu'ils connaissent enfin l'emplacement des Hares. Soku lève les yeux vers la fenêtre au rideau tiré une dernière fois et décide silencieusement de suivre les ordres de Toji. Quand la nuit tombe, Toji escalade le mur avec la précision d'un ninja agile tandis que Soku dégringole maladroitement derrière lui. Embarrassé, Saku promet qu'il s'entraînera vraiment la prochaine fois quand Toji le lui fait remarquer. Alors qu'il s'infiltre plus loin, Toji dit à Saku de rester dehors et de siffler si quelque chose se passe. Il prévoit de faire sortir Eri lui-même. En regardant les mouvements fluides de Toji alors qu'il escalade le bâtiment, Saku réalise qu'il est impossible que ce type soit un homme ordinaire. Soudain, Saku entend des cris à l'intérieur. Le père d'Eri la gronde parce qu'elle fréquente des amis inhabituels. Saku s'approche furtivement et regarde par la fenêtre, l'estomac noué par ce qu'il voit. Le père d'Eri serre une ceinture dans sa main tandis que Eri tremble comme une feuille sur le sol. Il s'en prend à elle pour avoir séché les cours, s'être fait des tatouages, et être une honte pour la famille, la frappant encore et encore. Puis, dans un accès de rage, il l'attrape par le cou, sifflant qu'elle devrait retourner chez son père toxicomane si elle veut causer autant de problèmes. Eri se débat et renverse accidentellement un vase de la table. Il se brise bruyamment sur le sol. Le bruit attire la mère et la jeune sœur d'Eri qui se précipitent dans la pièce. Sa sœur supplie leur père d'arrêter et court pour aider Eri, mais Eri, tremblante et furieuse, la repousse, l'envoyant s'écraser au sol. Les deux parents se précipitent immédiatement aux côtés de la plus jeune fille, laissant Eri les foudroyer du regard avec un mépris total. Son père lui lance qu'elle n'a aucune gratitude, surtout après que sa sœur se soit blessée en essayant de la protéger. Sa mère ajoute froidement qu'un tel comportement est attendu de la fille d'un toxicomane. Avec du venin dans la voix, Eri acquiesce d'un ton moqueur, admettant que sa sœur est l'enfant prodige tandis qu'elle n'est qu'un échec, la fille du toxicomane. Cela pique encore plus les parents au vif. Ils crient qu'ils ne lui ont jamais demandé d'obtenir une recommandation pour une grande université comme sa sœur, mais qu'elle pourrait au moins arrêter de se mêler des affaires de leur famille. La jeune sœur a l'air mal à l'aise, inquiète de la tournure des événements, mais leur mère l'assure à voix basse qu'elle parlera au père plus tard et la fait sortir de la pièce. En regardant tout cela de l'extérieur, Saku comprend enfin pourquoi Eri était si obsédé par l'idée qu'il soit un étudiant universitaire. Sa sœur était brillante, adorée et louée, tandis que Eri était constamment dans son ombre. Sa rébellion était sa seule façon de crier pour attirer l'attention. Juste au moment où il réalise cela, Saku entend un bruit étrange et regarde à nouveau par la fenêtre. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. Eri a ôté la vie à son père adoptif en utilisant un éclat du vase brisé. Riant de manière démoniaque, elle crie qu'elle s'est enfin débarrassée de lui, même si ce n'est que dans cet autre monde. Puis elle s'enfuit du manoir, laissant le chaos derrière elle. Saku se précipite à sa poursuite, et Toji le rejoint rapidement. Il dit à Saku que Eri a complètement perdu la tête. Le ton de Toji est froid lorsqu'il ajoute qu'elle revient au bus avec eux ou qu'elle meurt ici. Sa santé mentale n'a même plus d'importance. Soudain, le sol sous leurs pieds devient anormalement mou et Eri s'y effondre. Soku et Toji se retrouvent coincés aussi, luttant alors que le sol les aspire. Soku, essayant de rester calme, réalise que c'est comme un marécage, un fluide non newtonien. Une fois piégé, il est presque impossible de s'en sortir. Il crie à Toji de s'allonger sur le dos pour répartir son poids et de bouger lentement. Toji fait ce qu'on lui dit, et ça marche. Impressionné, il demande comment Saku connaît cette astuce. Saku marmonne qu'il a appris ça dans un cours à l'université. Ils réussissent tous les deux à remonter sur le mur et appellent Eri, lui disant d'avancer lentement vers eux. Mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, des mains sombres et fantomatiques émergent du sol mou et l'entraînent vers le bas en hurlant. Elle supplie qu'on l'aide, griffant la surface, mais c'est inutile. C'est le prix à payer pour ses péchés. Elle a disparu. Un unique bras jaillit du sol une dernière fois comme pour maudire son destin, ordonnant à Eri de passer toute l'éternité en enfer avec eux.
Deux paires de bras saisissent Eri, l'entraînant vers le bas en exigeant qu'elle soit engloutie par l'abîme avec eux. Elle s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol. De leur côté, Saku et Toji s'enfuient en courant car au moment où le souhait du monstre a été exaucé, cette dimension a commencé à se déchirer. Ils doivent atteindre le bus immédiatement ou l'effondrement les emportera aussi. Tous deux savent que le moindre faux pas peut leur coûter la vie. Heureusement, le bus est juste devant eux, mais le sol mou les rattrape, prêt à les engloutir. Toji profite de cette occasion pour marcher sur Soku et sauter en avant, disant que l'égoïsme est la clé de la survie dans cet endroit. Cependant, Soku refuse d'arrêter pour quelque chose d'aussi futile. Il sort une dague, se lacère le bras, et saute assez haut pour éviter le sol mou. Il atteint le bus avec un bras en sang, laissant Toji surpris qu'il ait survécu. Soku fait semblant d'être faible et dit que la chance était de son côté aujourd'hui. Une fois assis dans le bus, Toji commente que cette étape était une promenade de santé comparée à la dernière, donc le butin est aussi nul. Quand Soku répond qu'il est juste heureux d'être en vie, Toji lui dit que la valeur des ressources devient douloureusement claire après avoir survécu à quelques-unes de ces étapes. Sokka remarque que ses blessures guérissent après une seule utilisation du médicament acheté avec des points. Il réalise que Toji n'exagère pas quand il dit que les provisions sont la clé de la survie. Il réalise aussi qu'il doit garder Toji en vie pour le moment, car cet homme est la clé pour comprendre les mécanismes de ce monde. Toji continue d'expliquer que le système remplit automatiquement les places vides au prochain arrêt pour maintenir un effectif minimum. Comme par hasard, le bus s'arrête pour de nouveaux arrivants. Soku ne réalise même pas quand ils ont quitté l'autre monde, mais il se demande si c'est sa chance de s'échapper du bus. Il se dit que Toji aurait remarqué si une sortie aussi facile existait. Puisque Toji ne s'est pas échappé, ça veut dire que ce n'est pas si simple. Saku se rassoit, pensant qu'il doit observer pour l'instant car il ne sait pas quel genre de pénalité pourrait tomber s'il enfreigne les règles. 3 nouveaux passagers montent dans le bus. Un homme d'âge mûr nommé Tsutomu se demande où va le bus. Son fils, Takuma, se plaint que le centre de détention soit au milieu de nulle part, tandis que Ryo dit que leur temps est trop précieux pour que le chauffeur s'attarde ici. Toji souhaite la bienvenue aux 3 hommes et exige qu'ils se présentent. Les 3 sont surpris, mais Toji annonce quand même qu'il sera leur chef à partir d'aujourd'hui et que quiconque désobéira mourra. Takuma tire son père vers un siège, choisissant d'ignorer le type bizarre, mais Ryo refuse de monter dans le même bus que se fout de Toji et exige de descendre. Toji lui conseille de rester assis ou de subir une pénalité. Ryo demande toujours au chauffeur de le laisser descendre, mais est choqué de découvrir qu'il n'y a pas de chauffeur du tout. L'annonce demande aux passagers de s'asseoir et les avertit de la pénalité. Ryo reste debout et se fait électrocuter sur le champ. Il demande de l'aide, mais Sokka lui dit que seuls les sièges sont à l'abri du courant, donc il ferait mieux de s'asseoir s'il ne veut pas être grillé. Takuma s'estime heureux de s'être assis, tandis que Tsutomu réalise que Toji n'est pas juste un fou. Alors qu'il cherche un siège, Ryo et Takuma posent tous deux des questions sur le bus. Toji décide d'expliquer les règles de ce monde. Les 3 nouveaux arrivants sont horrifiés après avoir tout entendu. Toji dit que cela arrive parce que chacun d'entre eux est un pêcheur. Saku note que Tsutomu et Takuma ressemblent à un père et un fils normaux, mais comme ils viennent d'un centre de détention, même ceux qui ont l'air respectables sont pourris à l'intérieur. Tous ceux qui ont été choisis pour monter dans ce bus sont des pêcheurs. Tsutomu affirme qu'il a mené une vie honnête. Takuma dit qu'il sauve des vies en tant que médecin, et Ryo insiste sur le fait qu'il a fait des dons à des écoles en tant qu'homme d'affaires. L'annonce les informe que le prochain arrêt est les marécages de Nagak et ordonne aux passagers de descendre. Alors que tout le monde descend, Soku respire l'air frais et pense que c'est un rare moment de paix. Bien qu'il sache que quelque chose de dangereux doit rôder, alors que le groupe commence à avancer à travers les arbres, ils entendent une belle voix chantante. Cependant, Soku sent que quelque chose cloche pour qu'une voix pareille existe dans des montagnes comme celle-ci. Toji avertit tout le monde de rester sur ses gardes, leur rappelant que ce monde n'est pas une sorte de jeu. Tsutomu sursaute quand un épais brouillard s'installe soudainement, mais Toji reste calme, sortant une corde et leur disant de l'attacher autour de leur taille pour ne pas être séparés. Tout le monde fait ce qu'on lui a dit, et il commence à marcher à travers la brume épaisse. Sorti de nulle part, un bruit sourd résonne, et quand il se retourne, il voit Ryo étalé sur le sol, sa jambe en sang. Saku sort rapidement un médicament, mais Ryo hésite, se plaignant que la bouteille n'a même pas d'étiquette. Saku hausse les épaules, disant qu'il n'y a pas de médecin ici de toute façon, et presse l'emplâtre sur la blessure de Ryo. À la surprise générale, la blessure guérit instantanément. Ryo regarde, incrédule, tandis que Tsutomu et Takumi sont tout aussi stupéfaits. Toji, imperturbable, leur dit que si Ryo est déjà guéri, ils doivent continuer à avancer. Ils continuent leur randonnée, ne s'arrêtant que pour un repas rapide, mais le chemin semble sans fin. Les nouveaux arrivants sont épuisés au point de s'effondrer, et Ryo finit par trébucher à nouveau. Cette fois, il aperçoit un morceau de tissu accroché à une petite branche et se met à hurler qu'il y a un fantôme. Les autres lèvent les yeux au ciel, lui disant d'arrêter de dire des bêtises. Il ne peut pas y avoir de fantôme en plein jour. Mais Ryo insiste sur le fait qu'ils sont déjà passés par cet endroit car c'est exactement là qu'il a trébuché plus tôt. C'est à ce moment-là que Soku et Toji ont réalisé qu'ils tournaient en rond sur le même chemin. Ils décident de marquer le chemin à partir de maintenant pour éviter de tourner en rond sans fin. Toji attrape soudainement le blazer de Ryo et le lui arrache,
faisant paniquer Ryo qui crie que sa veste a coûté 16 millions de yens. Sans hésiter, Toji le déchire en morceaux et repousse Ryo d'un coup de pied, lui lançant que sa vie a intérêt à valoir plus de 16 millions. Ils déclarent qu'ils laisseront tomber les lambeaux à intervalles réguliers pour marquer leur piste. Ryo continue de se plaindre de sa veste ruinée, et Saku marmonne nonchalamment que pour Ryo, la mode passe probablement avant la survie. Mettant leur plan à exécution, ils attachent les morceaux déchirés le long du chemin en avançant. Les nouveaux arrivants ne cessent de se plaindre du brouillard, s'arrêtant dès qu'ils se sentent épuisés. Saku remarque Toji en train de fouiller dans son sac avant d'annoncer qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'arrêter maintenant. Ils ne savent pas quel genre de monstre pourrait rôder. Les autres commencent à réclamer de la nourriture, mais Toji reste strict et leur dit de continuer à avancer. Tout au long du trajet, une douce mélodie flotte à travers le brouillard, les attirant jusqu'à ce qu'ils tombent sur un petit village. Ryo et Takuma ne tarissent pas d'éloges sur le chant angélique alors qu'ils atteignent l'entrée. Là, une fille se tient, attendant. Son nom est Haruka. Elle leur dit qu'ils peuvent rester ici en sécurité s'ils se sont aussi échappés dans l'arrière-monde. Saku et Toji sentent tous deux que quelque chose cloche, mais Tsutomu, affamé, demande de la nourriture à Haruka tandis que Ryo et Takuma s'extasient sur sa beauté. Les trois nouveaux arrivants la remercient en la suivant avec empressement plus profondément dans le village. Saku essaie de les avertir, ne sachant que trop bien que les nouveaux venus dans l'arrière-monde sont toujours bercés par un faux sentiment de paix. Il sait aussi qu'une fois que ces idiots réaliseront qu'il n'y a ni nourriture ni eau, ils abandonneront le groupe. Néanmoins, si lui et Toji y vont aussi, ils pourraient peut-être garder les choses sous contrôle. Toji semble avoir la même pensée, alors ils entrent tous les deux dans le village après eux. À l'intérieur de ce qui ressemble à un endroit ordinaire et paisible, le groupe a droit à un festin gigantesque. Les trois nouveaux arrivants dévorent tout comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines, tandis que Toji et Saku ne touchent même pas à leurs assiettes. Haruka le remarque et demande si la nourriture n'est pas à leur goût. Toji répond calmement qu'ils sont simplement trop fatigués pour manger. En entendant cela, Haruka sourit et dit que des chambres ont déjà été préparées pour des réfugiés comme eux. Toji s'excuse immédiatement, se dirigeant vers la chambre, et Saku le suit. Quand Saku demande doucement s'il n'y a pas de problème à laisser les autres derrière, Toji répond qu'ils pourront toujours prendre le bus une fois que ces poules mouillées se seront fait massacrer. Saku semble d'accord et s'en va. Pendant ce temps, Ryo ne cesse de louer la beauté des Haruka et sa voix charmante, tandis que Takuma marmonne qu'il devrait arrêter de baver sur une jeune femme. La pique fait mouche, Ryo s'emporte, et bientôt les deux se battent comme des ivrognes. Tsutomu essaie de les séparer, mais il l'ignore complètement. Haruka se contente de regarder, souriant avec amusement, appréciant clairement le chaos. Quand Tsutomu lui reproche d'encourager cette folie, Haruka explique froidement que c'est la coutume de leur village. Si deux hommes se battent pour une femme, le vainqueur peut l'épouser. Le combat dégénère brutalement. Tsutomu attrape soudainement Ryo, criant à Takuma de l'achever. Takuma assène un coup de poing violent en plein visage de Ryo, le mettant à terre. Mais Ryo, ensanglanté et furieux, s'empare d'une assiette lourde sur la table, charge et la fracasse sur la tête de Takuma. Le sang gicle partout alors que Takuma s'effondre, sans vie. Haruka s'avance, essuie doucement le sang et la sueur du visage de Ryo, et avec un sourire serein, déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il est son mari. Tsutomu s'effondre en pleurant pour son fils tandis que Haruka emmène calmement Ryo vers l'inconnu. Takuma ouvre les yeux, rendant Tsutomu sincèrement heureux, pendant que Saku explique qu'il l'a soigné après sa blessure. Toji prévient que chaque femme dans cet arrière-monde en veut à leur vie. Takuma se lève en disant à Toji de ne pas dire du mal des Haruka, mais le chauve le traite simplement d'idiot. Tsutomu dit à son fils de se calmer, et Saku dit à Toji de le laisser tranquille, car il vient de se faire rejeter. Comme Ryo a suivi Haruka, il décide d'aller le chercher. Toji fait remarquer que ça leur aurait évité des ennuis si cette femme avait achevé Tsutomu. Même Saku est d'accord cette fois, pensant qu'être à moitié vivant est plus énervant, car ils devront de toute façon le traîner jusqu'au bus. Ils quittent la pièce et entrent dans la cour où ils étaient plus tôt, où un groupe de femmes nettoie l'endroit. Saku et Toji affichent leurs visages les plus amicaux en demandant des nouvelles de Ryo. Cependant, les femmes leur jettent à peine un regard, répondant qu'elles ne faisaient pas attention. Une personne disparue est la situation la plus problématique, alors Toji maudit cet imbécile d'amoureux. La lune est haute dans le ciel, mais le groupe continue d'interroger tout le village au sujet de Ryo. Ils se regroupent pour dire qu'ils n'ont trouvé aucun indice. Tsutomu et Takuma suggèrent de l'abandonner, car c'est un électron libre qui frappe même ses coéquipiers. Toji les traite d'idiots, tandis que Saku explique que le bus ne partira pas tant que tous les survivants ne seront pas présents. Le vrai problème est de ne pas savoir si Ryo est mort ou vivant. Les deux autres comprennent enfin qu'ils doivent soit le trouver, soit s'assurer qu'il meurt ici. Alors Toji les félicite sarcastiquement d'avoir enfin utilisé leur cerveau. Saku suggère de changer leur façon de poser des questions, disant que la seule méthode restante est de demander où se trouve Haruka. Takuma et Tsutomu ressentent une petite étincelle de joie en réalisant que Ryo ne s'est battu que pour une femme monstre. Cependant, Saku leur dit de donner un coup de main s'ils sont si heureux. Takuma comprend qu'ils veulent l'utiliser comme appât, et Tsutomu se place devant lui, refusant de laisser son fils faire quelque chose de dangereux. Saku n'a d'autre choix que de se tourner vers Toji. Le chauve attrape Takuma et le soulève du sol pendant que Tsutomu s'agite en lui demandant de ne pas toucher à son fils. Toji montre simplement son poing puissant et Takuma accepte à contre-cœur d'aider.
Toji le jette finalement au sol et lui dit de se bouger pendant que Tsutomu aide son fils. Au milieu de la nuit, alors que le brouillard recouvre tout le village, Takuma frappe à la porte d'Eharuka. Elle lui dit d'entrer, il jette un coup d'œil à ses compagnons de bus avant d'entrer. La vue d'Eharuka le laisse complètement perplexe, et il lui offre les fleurs qu'il accueillit pour elle. Haruka prend les fleurs avec joie, coupe les tiges et les arrange dans ses cheveux. Takuma est hypnotisé par sa beauté et lui prend la main comme un imbécile amoureux. De l'extérieur, Toji et Sokka peuvent voir qu'il a complètement oublié sa mission, aveuglé par l'amour. Haruka avoue qu'elle aime tellement Takuma qu'elle pourrait le dévorer, littéralement. Son visage se tord pour reprendre sa forme monstrueuse alors qu'elle lui mord l'épaule. Takuma l'a repoussé, une fois qu'il comprend ce qui se passe, il se met à trembler, lui disant de rester loin de lui avant de s'évanouir sur place. Dehors, Tsutomu panique et demande aux autres de sauver Takuma, mais Toji explique qu'ils font ça pour comprendre son jeu, et que foncer maintenant gâcherait tout. Soku les avertit juste à temps pour qu'ils se mettent à l'abri, alors qu'une forte explosion retentit et qu'un long monstre jaillit de la pièce. Soku aiguise son regard, réalisant que le monstre a attrapé Takuma, et se met à le poursuivre. Cependant, il est arrêté par un groupe de villageois tenant des torchets à la main. Les villageois avec les torchets commencent à se rapprocher, les encerclant complètement. Tsutomu, confus et paniqué, ne comprend pas ce qui se passe, alors Toji le traite d'idiot. Soku intervient pour expliquer que tout le monde ici essaie de les achever et que ces gens sont en fait des monstres déguisés. Toji demande à Tsutomu s'il sait se servir d'une arme tout en fouillant dans son sac. Tsutomu demande pourquoi ils en ont besoin, mais Saku répond qu'il peut tirer, car Toji le lui a appris. Toji dit alors à Tsutomu que la seule chose qu'il sait manier, ce sont les explosifs, et décide de lui faire une petite démonstration. Il en lance un vers les villageois, et l'explosion les envoie voler dans toutes les directions. Tsutomu s'effondre en pleurant, disant que c'est inutile, mais Toji lui hurle de se taire s'il ne veut pas mourir. Puis Tsutomu se met soudain à vomir à la vue horrible des bras et des jambes de monstres éparpillés. Son horreur ne fait que grandir quand il voit ce qu'il vient de vomir. Soku explique froidement que c'est le repas qu'ils ont eu à midi, faisant réaliser à Tsutomu que la nourriture délicieuse n'était en fait que de la camelote immangeable grouillant d'insectes, et que le vin que Haruka leur a gentiment versé n'était rien d'autre que de l'éau sale. Dégoûté, il se serre le cou, mais Toji l'attrape brutalement, refusant de se laisser entraîner par un faible. Les trois commencent à tirer sur les monstres et lancent même des explosifs pour les faire sauter, mais les créatures continuent de se relever, à la manière des zombies, prêtes à attaquer à nouveau. Soku et Toji tirent à plusieurs reprises, mais ils sont bientôt à court de munitions. Toji, excédé, attrape l'inutile Tsutomu, toujours en panique, et le projette directement sur les monstres pour s'en servir comme appât. Alors que les créatures envahissent et attrapent Tsutomu, Toji détale, criant à Soku d'arrêter de rêvasser et de bouger. Soku se ressaisit, rappelant à sa conscience que seuls les grands criminels sont choisis pour ce bus. Même ceux qui semblent inoffensifs pourraient être des monstres dans le monde réel, donc ils ne méritent aucune pitié. Alors que les deux s'élancent dans les bois, ils sont engloutis par une obscurité totale. Ils ne peuvent utiliser aucune lumière. Ça ne ferait qu'attirer plus de monstres. Toji déclare qu'il a la priorité sur les médicaments, car il est le chef, et commence à fouiller dans son sac. Saku n'a qu'une petite égratignure à la main, mais la douleur est vive, probablement à cause du poison. Il sait que Toji a des blessures similaires et qu'il a déjà utilisé la plupart des médicaments. Comme prévu, il n'en reste presque plus assez pour tout soigner. Quand Toji demande à Saku comment il va, il répond nonchalamment que c'est juste une égratignure et la bande. Toji grogne que Saku est devenu plus résistant, mais l'avertit que si le poison se propage, il sera le prochain Nappa. Saku lui dit de l'épargner car il est encore utile, mais Toji lui rappelle froidement qu'il a intérêt à le rester s'il ne veut pas finir comme Appa. Les deux continuent leur marche, mais il n'y a toujours aucun signe des autres passagers. Saku se rend compte que leur nourriture est épuisée depuis longtemps, et à ce rythme, Toji-sen prendra probablement à lui ensuite. Discrètement, il sort sa dague, prêt à agir, mais avant qu'ils ne puissent bouger, ils glissent tous les deux sur la pente dans le noir et dévalent jusqu'en bas. Saku se disloque le bras et subit quelques blessures légères, mais il se force quand même à se relever, imperturbable face à la douleur. Il ramasse sa dague et explique que sa production d'adrénaline est des dizaines de fois supérieure à la normale. Plus la douleur augmente, plus il devient fort. Quelqu'un comme Toji ne peut en aucun cas le vaincre. Mais alors que Saku s'approche de Toji, quelque chose surgit soudainement derrière lui. Un monstre se jette soudain sur Saku par derrière, mais il se retourne, le fixe froidement avant de le trancher net en deux avec sa seule dague. Cependant, la créature commence à ressouder son corps coupé et se relève, faisant comprendre à Saku que la seule option est maintenant de fuir. À ce moment-là, Toji s'accroche à la jambe de Saku, le suppliant de ne pas l'abandonner. Saku sourit, disant qu'il ne pourrait jamais abandonner leur soi-disant chef. Il commence à le traîner, et Toji réalise enfin que Saku a toujours eu cette force. Saku court à travers une grotte entraînant Toji derrière lui, tandis que toutes sortes d'êtres difformes les poursuivent. Quand Toji demande quel est le plan, Saku se contente de lui rappeler que c'est lui qui a supplié de ne pas être abandonné. Bien sûr, il l'utilise comme un appât parfait. Soudain, Saku entend la voix de Takuma résonner depuis un grand trou à proximité. Takuma et Ryo sont tous deux allongés dans un grand nid à côté d'un œuf énorme. Takuma crie qu'il va mourir,
mais Saku lui conseille de se taire s'il ne veut pas attirer d'autres monstres. Takuma continue de crier à l'aide, et Saku lui dit de la fermer, irrité par la règle qui veut que tous les survivants retournent au bus. Ça commence sérieusement à lui taper sur les nerfs. Saku prend le sac à dos de Toji, mais Toji l'accuse de voler ses provisions. Saku explique qu'il va seulement utiliser la corde pour remonter Takuma, car ils ont encore besoin de lui vivant pour le bus. Il remarque que l'attitude de Toji a complètement changé après avoir réalisé sa véritable puissance. Saku lance la corde et dit à Takuma de l'attacher autour de sa taille. Ryo supplie de ne pas être abandonné, mais Takuma lui écrase la main. Quand Saku demande s'il y a quelqu'un d'autre en bas, Takuma ment en disant qu'il n'y a personne. Il est à mi-hauteur quand un monstre attaque soudainement. Takuma crie pour l'annoncer, mais esquive de justesse le coup. Le corps du monstre est si élastique qu'il s'étire jusqu'à atteindre Soku, le faisant reculer de surprise. Takuma crie à Soku de le hisser, et Soku l'aide effectivement. Mais avant qu'il ne puisse finir, un oiseau énorme attaque. La créature lui rappelle Haruka et les autres villageois monstres. Quand l'oiseau pousse un cri strident, tout le monde réalise que c'est le même cri obsédant qu'ils ont entendu plus tôt dans la forêt. Saku attache la corde à un rocher et dit à Takuma de grimper seul, car les oiseaux attaquent. L'incapable devient pâle, horrifié à l'idée de devoir faire quelque chose par lui-même. Toji annonce qu'ils n'ont plus de balles ni d'explosifs, sortant une dague mais ne parvenant pas à faire grand-chose face à l'assaut. Il se met à crier à l'aide, mais Saku est déjà occupé à repousser l'oiseau qui l'attaque. Au milieu du chaos, Saku glisse et tombe du rebord, réussissant à peine à attraper le pied de Takuma. Au lieu de l'aider, Takuma se met à frapper sa main avec son pied libre. Saku maudit l'idiot ingrat, mais Takuma insiste sur le fait que l'instinct de survie passe avant tout. Saku utilise une poussée de force pour bondir et s'accrocher à la pente raide. Takuma le blâme pour les attaques des monstres, mais Saku lui hurle de se taire. Bientôt, toutes les créatures oiseaux se précipitent vers un feu vif émanant des Haruka, reprenant leur forme humaine. Alors qu'elle s'approche, Ryo la supplie désespérément de l'aider, mais Haruka le regarde avec un mépris total et le repousse d'un coup de pied sans hésitation. Ryo exige de connaître la raison d'un tel comportement, mais elle répond froidement que tout est pour la vengeance. Ryo semble d'abord confus, mais son visage se tord d'horreur quand Haruka déploie une paire d'ailes et que ses yeux se mettent à briller d'un rouge profond et menaçant. Tout commence dans un magnifique sanctuaire d'oiseaux, un endroit paisible où des espèces rares errent librement et en toute sécurité. Les humains ne sont autorisés à y entrer que pour prendre des photos, en gardant leur distance. Le vieux professeur explique à ses étudiants que c'est le foyer d'une espèce protégée extrêmement rare, l'oiseau à couronne rouge et plumage blanc, communément appelé l'oiseau du chagrin oublié. Les étudiants admirent sa beauté, notant qu'il a une gemme semblable à un rubis sur la tête et une queue de phénix, comme ils l'avaient lu dans leur manuel. Le professeur poursuit en expliquant qu'il ne reste qu'environ 30 de ces oiseaux dans le monde, et qu'il n'existe que dans ce sanctuaire. Parmi les étudiants, un jeune couple est également venu pour apercevoir les oiseaux. Le garçon rappelle doucement à sa petite amie de rester silencieuse pour ne pas effrayer les créatures, et elle a un léger hoquet en réponse. Mais malgré leur prudence, les oiseaux s'envolent soudainement, non pas à cause d'eux, mais à cause des engins de chantier qui fonctionnent à proximité. Le professeur et ses étudiants paniquent. C'est une zone protégée, et le bruit de la construction est une violation flagrante. Ils se précipitent vers les ouvriers, essayant d'expliquer que cette zone est interdite, mais le contremaître minable hausse les épaules et leur dit de s'adresser aux supérieurs s'ils ont des plaintes. Il mentionne même le président Ryo, un homme d'affaires local bien connu qui finance l'opération. Alarmé, le professeur contacte immédiatement l'association de protection écologique pour signaler la destruction, mais il est stupéfait lorsqu'ils répondent avec de vagues excuses et parlent d'un accord tacite. Chaque tentative de protestation de sa part est rejetée. On lui dit sans détour que ce n'est pas un problème qu'il peut régler seul. Quand l'appel se termine, les mains du professeur tremblent de frustration. Les étudiants demandent ce qu'ils doivent faire ensuite, et il leur dit de prendre des photos et de tout signaler aux autorités. Alors qu'ils commencent à documenter la scène, les ouvriers deviennent agressifs et les bousculent. Une bagarre éclate et il est clair que les étudiants n'ont aucune chance contre les rudes travailleurs. Vaincus et meurtris, ils s'assoient, désespérés. Pendant ce temps, le jeune couple prend discrètement ses photos, décidant de les publier en ligne plus tard au lieu de s'impliquer directement. Plus tard dans la journée, Ryo réprimande l'ouvrier responsable d'avoir laissé les gens prendre des photos. L'ouvrier essaie de rejeter la faute sur le vieux professeur, prétendant qu'il a utilisé des coups bas, mais Ryo ignore complètement ses excuses. Baissant la tête de peur, l'ouvrier supplie pour une autre chance. Ryo lui dit calmement que puisque l'agitation s'est trop étendue, quelqu'un doit en assumer la responsabilité, et que cette personne, ce sera lui. L'ouvrier tombe à genoux, terrifié, disant qu'il ne peut pas aller en prison car nuire à une espèce protégée est un crime grave. Ryo l'assure qu'il s'occupera de son enfant pour que l'homme puisse aller en prison l'esprit tranquille. Après une certaine hésitation, l'ouvrier accepte d'assumer l'entière responsabilité. Une fois arrêté, il témoigne que la destruction du sanctuaire n'a rien à voir avec le président Ryo et supplie qu'on lui donne une chance de refaire sa vie une fois libéré. Pendant ce temps, le vieux professeur est alité à l'hôpital lorsque la nouvelle tombe. En entendant le reportage, il tremble de rage et de chagrin, sachant très bien qui est le véritable responsable. L'annonce suivante le frappe encore plus durement.
Les oiseaux à couronne rouge et plumage blanc se sont éteints à cause de la destruction de leur sanctuaire. Les étudiants pleurent ouvertement tandis que le corps du professeur cède finalement au chagrin. Il décède paisiblement, incapable de supporter la tristesse. Les étudiants se précipitent pour appeler un médecin, mais il est déjà trop tard. Le médecin les informe qu'à son âge, un tel stress émotionnel et physique ne laissait aucune chance de guérison. Le groupe est en deuil profond, enragé que celui qui a causé tout cela soit toujours en liberté. De retour à son bureau, le secrétaire de Rio signale la mort du professeur, mais ajoute qu'un des étudiants continue de déposer des plaintes. Rio lui ordonne froidement de faire taire l'étudiant. La construction dans la forêt continue sans interruption, et même les ouvriers sur place savent que l'homme en prison n'était qu'un bouc émissaire. Un jour, 2 ouvriers remarquent soudainement quelque chose d'étrange et fuient la zone, terrifiés, alors que 2 paires de mains émergent du sol. L'affaire du double meurtre et de la dissimulation de corps sur le chantier est rapidement classée par les autorités. Les victimes se révèlent être des étudiants diplômés, des camarades de classe, mais cette fois, c'est le secrétaire de Rio qui endosse toute la responsabilité, affirmant avoir agi seul. Pendant ce temps, Rio est assis confortablement dans son bureau, les yeux fixés sur le journal qui annonce fièrement l'achèvement prochain du plus grand parc à thème naturel du Japon. Rio se dit que personne dans ce monde ne déteste l'argent. Avec l'argent vient le pouvoir, et avec le pouvoir vient encore plus d'argent. Pour lui, les sacrifices ne signifient rien. Mais toutes ses croyances arrogantes s'effondrent au moment où il est confronté à la vengeresse Haruka. Rio supplie qu'il ne veut pas mourir, mais Haruka lui rappelle froidement qu'elle et ses amis ne voulaient pas mourir non plus, et qu'ils s'en fichaient à l'époque. Il a détruit leur sanctuaire et les a chassés jusqu'à la dernière, juste pour faire de la zone un terrain de chasse légal. Il a autrefois appuyé sur la gâchette parce qu'il détenait tout le pouvoir, mais maintenant, c'est elle qui contrôle la situation. Haruka appelle ses amis, et les oiseaux se rassemblent, lacérant Rio de leurs serres acérées comme des rasoirs. Pendant ce temps, Kazuto, toujours en train de grimper, se sent soulagé et même heureux que l'attention du monstre se soit tournée vers Rio. Il suppose qu'il sera sauf maintenant, puisqu'il n'était pas l'allié de Rio et n'avait aucune rancune envers les oiseaux, mais Soku le traite d'idiot, expliquant que les monstres ne comprennent ni la raison ni les camps. Kazuto réplique, disant que Soku n'a pas le droit de parler alors qu'il s'accroche pour sa vie et pourrait tomber à tout moment. Comme par hasard, la main de Soku glisse, poussant Kazuto à répéter ses propres mots avec suffisance. Puisque les monstres ne comprennent pas la raison, Saku ferait mieux de grimper plus vite. Il dit même qu'il pourrait aider Saku s'ils font de lui le prochain chef. Avant qu'il ne puisse finir de rire, le visage de Kazuto se tord de choc alors que Saku bondit soudainement sur la pente abrupte, l'escaladant comme si de rien n'était. Saku ne prend pas la peine de répondre et continue de sauter vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Toji regarde, stupéfait par les capacités physiques de Saku, mais son admiration se transforme rapidement en suspicion lorsque Saku sort une petite fiole de médicaments. Toji suppose qu'il l'a volée et se jette en avant pour la reprendre, mais Saku l'esquive facilement et lui dit qu'il l'a échangée avec ses propres poings. L'homme chauve fronce les sourcils, insistant sur le fait que quelqu'un avec les performances de Saku ne devrait pas avoir autant de points, mais Saku reste calme, disant que sous-estimer ses alliés est encore plus stupide que de sous-estimer ses ennemis. Pour l'instant, ils sont coéquipiers et ils ont tous les deux été empoisonnés. Mais Toji a utilisé la majeure partie du médicament, tandis que Saku a survécu grâce à sa propre réserve. Toji l'accuse toujours d'avoir volé l'antidote, mais Saku lui dit qu'il est encore plus bête qu'il en a l'air et explique qu'il avait 50 points de blessure. Il en a dépensé 10 pour passer un appel extérieur et le reste pour acheter des médicaments et des armes, afin de ne pas finir blessé ou utilisé comme appât. Toji reste figé, choqué qu'un novice comme Saku ait pu avoir 50 points de blessure dès le départ. Mais Saku l'attrape par le col et le tire vers lui, le regard vif et froid. Cette fois, il décide que c'est au tour de Toji de découvrir ce que l'on ressent vraiment en servant d'appât. Toji est choqué par la force de Saku, mais essaie tout de même de le frapper. Saku bloque facilement le coup de poing avec sa main et le projette par-dessus son épaule. Toji dit qu'il a caché sa véritable puissance depuis le début, mais Saku lui dit d'aller goûter au rôle d'appât. Toji perd finalement son sang-froid alors que Saku le traîne vers le nid d'oiseau. Kazuto finit par y arriver, mais les oiseaux le prennent pour prochaine cible et commencent à le picorer. Cependant, Saku traîne et jette Toji en plein milieu d'eux, alors il commence à l'attaquer pendant que Saku et Kazuto s'enfuient. Toji les appelle désespérément, mais les oiseaux le déchiquettent membre par membre. 3 ans plus tôt, il avait également torturé un homme pour s'être immiscé dans leurs affaires. Cependant, l'homme était resté déterminé, disant que tous les trafiquants de drogue devraient crever. Toji était devenu furieux en entendant cela et avait commencé à attaquer l'homme avec une dague aiguisée. Il a maintenant subi le même sort que ses méfaits passés. Haruka ordonne aux oiseaux de poursuivre les 2 humains échappés, de ne laisser aucun s'enfuir. Dehors, Saku court vite tandis que Kazuto le poursuit en lui demandant d'attendre. Il admet même que Saku est désormais le chef puisqu'il est fort, mais le chef nouvellement nommé lui dit de se taire. Saku tourne son regard vers le ciel clair d'où émergent les oiseaux noirs. Haruka arrive également sur les lieux, ordonnant aux oiseaux d'achever tous les humains. Kazuto explique qu'ils n'ont rien fait, mais Saku répète que la raison ne fonctionne pas sur les monstres. Haruka dit que le sang et la chair des humains sont nutritifs et bons pour la prospérité de leur espèce. Alors que Kazuto s'élance, les oiseaux l'encerclent complètement, et il demande à Saku de l'aider.
Cependant, Saku fait face à Haruka avec une seule dague. Les deux commencent un combat à la fois rapide et précis alors qu'ils se croisent. Le bras de Saku saigne, mais Haruka a aussi une blessure à l'épaule et admet qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait le plus doué des humains. Cependant, elle dit qu'il n'est qu'un humain alors que l'autre monde leur appartient. Elle bondit sur Saku en disant que les humains méritent d'être détruits et que l'humanité est ce qui devrait le plus périr. Elle place ses griffes puissantes sur le visage de Saku et lui dit de mourir. Cependant, un bruit fort fait voler les plumes de l'oiseau dans les airs, car Saku lui a tiré dessus avec un pistolet. Elle a l'air complètement confuse, mais Saku explique que la seule chose qu'il craignait était une puissance de feu insuffisante. Il se préparait depuis une éternité. Ses armes achetées en secret avec des points privés s'avèrent enfin utiles. Il lui tire dessus à nouveau et lance des explosifs vers les autres oiseaux, les grillant tous dans une grande explosion. Alors qu'il se précipite hors de la zone, Kazuto le rejoint et lui demande où il va. Saku répond que c'est l'arrêt de bus, mais derrière eux, les oiseaux se relèvent dans un feu déchaîné car les humains ne peuvent pas leur faire de mal dans ce monde de l'envers. Saku court vers le bus de toutes ses forces, tandis que Kazuto, qui le suit, n'arrête pas de crier à l'aide. Saku lui dit de se taire et de courir à toute vitesse, mais Kazuto n'arrête pas de jacasser. Saku l'assure qu'ils seront en sécurité une fois montés dans le bus. Cependant, Kazuto s'inquiète toujours que le bus puisse se renverser. Alors que les oiseaux noirs se rapprochent, Saku se pousse encore plus. Le bus est juste devant lui lorsque les oiseaux monstrueux leur bloquent soudainement le chemin. Saku bondit pour esquiver une attaque, mais Haruka apparaît devant lui, déterminée à détruire toute l'humanité. Saku la regarde sévèrement alors qu'elle se rapproche et lance son attaque. Il saute à nouveau, sort une épée derrière elle, et lui tranche la tête d'un seul mouvement rapide. Son corps tombe sans vie tandis que sa tête roule sur le sol, mais Haruka dit avec suffisance qu'elle ne peut pas être achevée. Soku pense le contraire en lui enfonçant l'épée dans le front. Elle hurle alors que le sang jaillit comme une fontaine, mais Soku continue. Les oiseaux qui attaquent Kazuto se transforment en plumes alors que Soku l'achève. Kazuto observe la scène et essaie de se montrer amical avec Sokka, lui demandant d'où il a eu cette épée. Sokka explique qu'il l'a échangée via la collection cachée du système. Kazuto réalise que Tojine n'a jamais parlé et dit à Sokka qu'il est le chef maintenant, car il veut connaître les règles du monde de l'envers. Cependant, quand Saku ne répond pas, Kazuto est furieux de son attitude. Frustré, il ne peut que se défouler sur la tête déjà morte d'Haruka. Dès que Kazuto monte dans le bus, une annonce lui dit de s'asseoir car le bus va bientôt partir. À ce moment, Kazuto réalise que son père n'est pas encore monté et commence à frapper aux fenêtres. Soku explique que le bus ne part qu'une fois que tous les survivants sont montés. Kazuto comprend alors que son père est mort, et Soku lui dit que les monstres ont déchiqueté son père. Kazuto perd les pédales, criant qu'ils ont vécu des vies honnêtes et ne méritent pas ça. Mais Soku sait que c'est faux. Il sait que toutes les personnes choisies pour ce bus ont commis des crimes, et cela l'inclut aussi. Soudain, des extensions semblables à de la fumée noire commencent à apparaître dans le bus. Dès que Soku les remarque, il dit à Kazuto que c'est la pénalité pour ne pas s'être assis. L'ombre saisit le cou de Kazuto et commence à l'étrangler avant de le jeter sur un siège. Kazuto s'écrase violemment dessus pendant que Soku explique qu'ils sont punis s'ils ne suivent pas les annonces. Kazuto se met à pleurer, disant qu'il est un médecin qui sauve des vies, et que c'est injuste qu'il soit ici, mais Soku l'ignore. Bientôt, un écran apparaît devant eux, montrant que Kazuto a 15 points tandis que Soku en a 80. Kazuto trouve injuste de n'avoir eu que si peu, mais Soku lui rappelle que tout ce qu'il a fait, c'est draguer les filles et supplier pour sa vie, alors il devrait être reconnaissant d'avoir une serait-ce que 15 points. Kazuto sait qu'il ne peut pas faire grand-chose avec, alors il décide de donner ses points à Soku, comme ils l'ont fait avec Toji en tant que chef. Cependant, Soku lui fait clairement comprendre qu'il ne veut pas des points et ne deviendra pas le chef. Kazuto ne peut que serrer les dents face à ce refus catégorique. Ensuite, Soku reçoit 66 points de dégâts, tandis que Kazuto en reçoit 40, qu'il décide d'échanger contre de la nourriture et des médicaments. Le bus annonce qu'il entre dans un espace privé visible uniquement par les survivants. Soku décide de faire des réserves de nourriture, de médicaments et d'armes, tandis que Kazuto n'a pas ce luxe et ne peut prendre que les articles de la plus basse qualité. Toutes les provisions sont chargées dans le sac. Kazuto est surpris qu'un si petit sac puisse tout contenir, et Soku explique que les sacs du monde de l'envers sont comme un espace multidimensionnel. Lorsque le bus s'arrête, Kazuto crie qu'ils sont sortis du monde de l'envers et commence à frapper aux fenêtres, pensant qu'ils peuvent sortir maintenant. Soku se souvient avoir pensé la même chose auparavant et décide d'utiliser Kazuto comme cobaye. Il se dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle Toji n'est jamais descendu aux arrêts de bus bien qu'il soit dans le monde de l'envers depuis plus longtemps. Cependant, le bus dégage une atmosphère étrange alors qu'un long bras sombre saisit Kazuto par l'épaule. Le long bras sombre saisit l'épaule de Kazuto, le laissant terrifié en voyant une silhouette encapuchonnée se tenant derrière lui. La silhouette encapuchonnée le jette à travers le siège, faisant réaliser à Saku que Kazuto ne peut ni bouger ni parler. Il commence à craindre d'être également pénalisé pour ne pas avoir arrêté Kazuto. Cependant, la silhouette encapuchonnée se déplace vers lui et lui fait signe de se taire, laissant Soku pétrifié. Lorsque la silhouette encapuchonnée disparaît, Soku commence à halter sous la pression qu'il a ressentie, tandis que Kazuto reste inconscient. Le bus annonce que de nouveaux passagers embarquent alors que Toru et Im montent dans le bus.
Il dit qu'elle ne veut pas monter dans ce bus délabré, mais Toru explique que leur chauffeur n'a pas pu venir à cause d'un glissement de terrain, et qu'ils ont attendu ce bus pendant 1 heure, donc ils n'ont pas le choix pour le moment. Il se plaint que c'est la faute de Toru de l'avoir entraîné dans une villa à la montagne, mais il l'assure qu'il se rattrapera à leur retour. Il lui propose un sac de créateur, mais il dit qu'elle ne l'acceptera que s'il est en très bon cuir. Toru accepte sa demande, mais est choqué de voir qu'il n'y a pas de chauffeur. Il se met à crier à propos du bus autonome, disant que leur entreprise a fait des recherches sur les véhicules autonomes, mais que même eux ne sont pas encore prêts à faire circuler un bus. Bientôt, les annonces commencent à leur dire de s'asseoir, les surprenant tous les deux. Saku leur dit calmement de s'asseoir ou ils le regretteront. Toru suppose qu'il les menace, mais il lui dit de ne pas se battre car le bus a déjà démarré et ils ne peuvent plus descendre. L'environnement du bus change, devenant plus sombre qu'auparavant. Toru est surpris tandis que Im se demande s'ils sont entrés dans un tunnel. Tous deux sont choqués de voir un soleil éclatant à l'extérieur qui change l'environnement en un rouge cramoisi. La panique s'installe lorsque leur peau commence à se fendre, alors Sokka leur donne un dernier avertissement de s'asseoir. Furu y réfléchit, attrape Gem, et la jette sur un siège avec lui. L'environnement redevient sombre, et leur peau guérit, les amenant à se demander s'il était hanté. Ils sont choqués lorsque Soku leur dit que ce bus va dans le monde de l'envers. Il explique que chaque personne dans ce bus porte un péché, alors le monde de l'envers les choisit pour leur faire payer leurs crimes. Teru prétend être un homme d'affaires bien connu qui fait tout le temps des dons à des œuvres de charité et dit qu'il n'a commis aucun crime. Imin leur dit aussi qu'elle n'est pas une actrice très célèbre, mais qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Saku sait que tout le monde dit ça au début, mais la réalité est très différente. Quand le bus s'arrête, Saku explique qu'ils sont arrivés à la prochaine étape. Le bus annonce qu'ils sont arrivés au pays des bijoux et leur ordonne de débarquer et de profiter de la visite. Kazuto, maintenant réveillé, se tient la tête en marmonnant que ça recommence. Alors que les 4 descendent du bus, ils trouvent des rubis, des diamants, et tout le reste, un paradis pour les amateurs de bijoux. Kazuto reconnaît Im et prétend avoir vu ces séries, mais elle est encore plus jolie en personne. Voyant cela, Saku se demande si le gars a déjà oublié ce qui s'est passé avec Haruka. Im se cache à côté de Toru, qui regarde Kazuto avec un air de défi dans les yeux. Saku leur dit de ne pas gaspiller leur salive. Alors que le couple se retourne pour partir, Kazuto devient furieux que Toru prenne de grands airs alors qu'il ne connaît même pas les règles. Pour Saku, cependant, ils ne sont que des poids morts. Alors que le groupe avance, le sol sous leurs pieds disparaît soudainement, faisant tomber tout le monde dans une fosse avec des rochers pointus. Saku sort un shuriken à corde en plein vol pour l'attacher à n'importe quel rocher autour d'eux. Cependant, Kazuto attrape sa jambe en le suppliant de l'aider car il ne veut pas mourir. Soku pense que n'avoir que des faibles ici est pénible alors qu'il sort une balle et la jette en bas pour créer un trampoline. Il donne ensuite un coup de pied à Kazuto, le faisant atterrir en toute sécurité avec les autres. Goro remarque qu'il saigne un peu. Il pleure en disant qu'ils vont mourir ici. Alors que Saku les rejoint, il demande s'ils ont déjà volé des bijoux ou fait de l'exploitation minière illégale. Kazuto dit qu'il a grandi à la campagne en étudiant dur, donc il n'a jamais vu le moindre bijou. Toru prétend qu'il peut acheter tous les bijoux qu'il veut s'envoler et qu'il n'est pas dans le secteur minier. De même, il dit qu'elle a tellement de bijoux grâce aux publicités qu'elle pourrait les jeter. Saku leur demande s'ils ont commis d'autres crimes, mais n'obtient aucune réponse. Saku sait qu'ils sont tous des poids morts, mais c'est toujours mieux que d'être seul. Il a découvert une règle cachée lors des étapes précédentes, au moins une personne doit mourir à chaque étape. Si tous ces faibles meurent à cette étape et que des gens forts montent à bord avant la suivante, il sera en danger. Kazuto sourit, ce qui ne lui ressemble pas, en disant que leur chef les a sauvés. Cependant, Saku lui rappelle qu'il ne joue pas au chef et qu'il doit arrêter de l'appeler ainsi. Toru semble amusé, mais Kazuto dit qu'il s'en fiche, car Toru mourra bientôt de toute façon. Les deux commencent à se disputer, épuisant Saku par leur stupidité. Il le touche soudainement, lui demandant s'il continuera à les aider après ça. Saku lui dit de ne pas se tenir derrière lui et lui montre l'épée cachée dans ses manches. Il explique que dans ce monde, il considère toute personne derrière lui comme un ennemi, donc elle devrait faire attention à ne pas être blessée accidentellement. Il me promet de le payer quand ils retourneront dans le monde réel s'il la sauve, elle est Toru. Quand Saku refuse, elle offre son corps et attrape sa main pour la placer sur sa poitrine. Saku la repousse, laissant une surprise qu'il ne veuille rien. Alors que Saku se retourne, elle se met en colère contre lui parce qu'il se la joue cool. L'instant d'après, des cristaux tranchants se détachent des rochers et commencent à pleuvoir sur eux. Saku les remarque et commence à esquiver comme tout le monde, mais le trampoline se déchire, les faisant tomber. Ils heurtent tous le sol, mais ne subissent aucune blessure grave car le sol est proche. Quand il remarque que Saku est introuvable, il dit que ça ne sert à rien d'espérer, car ils ne peuvent pas l'acheter, peu importe l'argent qu'il propose. Toru est surpris qu'il y ait une personne dans ce monde que l'argent ne peut pas acheter, mais Kazuto dit qu'ils ne savent même pas s'ils s'en sortiront vivants, donc promettre de l'argent est évidemment inutile. Il est convaincu qu'ils ne mourront pas dans un endroit comme celui-ci, mais Kazuto décide de ne plus s'occuper d'eux et commence à chercher Saku, se demandant si le garçon les a abandonnés. Tout ce qu'ils trouvent, ce sont des monstres gris qui viennent vers eux. Alors qu'ils sont acculés, Kazuto appelle Saku, mais personne ne vient les aider et ils sont capturés.
Saku les observe et est content d'avoir bougé juste après l'atterrissage, sinon il se serait fait prendre aussi. Cependant, il est stupéfait que ces poids morts aient simplement abandonné sans aucune résistance. Les soldats gris les emmènent dans une grande salle devant un monstre rose. Toru essaie de jouer les gros bras, mais Kazuto lui dit que les monstres s'en fichent. Le monstre rose les scrute, mais Toru et Im demandent sèchement qui il est, tandis que Kazuto leur dit de faire attention à leur langage s'ils ne veulent pas mourir. Le monstre rose leur souhaite la bienvenue au pays des bijoux, mais Toru souligne que ce traitement n'est pas vraiment un accueil chaleureux. Alors le monstre dit qu'il leur souhaitera la bienvenue s'ils peuvent répondre à son énigme. Le monstre saisit une dague en croissant de lune et demande ce qui est plus léger qu'un bijou, si léger que cela soulève le côté gauche d'une balance. Im dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit, tandis que Toru lui dit de parler sérieusement. Seul Kazuto dit aux deux humains de prendre cela au sérieux et de réfléchir à une réponse. Les soldats s'approchent avec leurs armes, faisant réaliser à Im et Toru que le monstre va vraiment leur faire du mal. Le monstre rose exige la réponse à son énigme d'un air menaçant. Il place la dague contre la nuque de Im, voulant d'abord entendre sa réponse. Elle répond qu'elle ne sait pas, et du sang commence à couler de sa nuque. Toru panique à l'idée que Im puisse vraiment mourir des mains du monstre, tandis que Kazuto se creuse la tête pour trouver une réponse à l'énigme. Le monstre demande une dernière fois à Im et, comme elle ne répond pas, il lui détache la tête d'un mouvement rapide de sa dague en croissant de lune. Toru reste figé, complètement sous le choc que Im soit réellement morte. Kazuto lui rappelle que c'est exactement pourquoi il a prévenu tout le monde de ne pas faire les malins dans ce monde tordu. Le monstre rose s'approche ensuite de Toru, exigeant la réponse à son énigme. Saku, observant en silence depuis sa cachette, décide qu'il est temps d'agir, puisqu'une personne est déjà morte, comme le stipulait la règle cachée. Il sort de l'ombre en déclarant qu'il connaît la réponse. Le monstre semble amusé alors que Saku parle avec assurance, disant qu'il connaît quelque chose de plus léger que la poussière de bijoux qui perturbe l'équilibre de la balance. Les autres sont sur le qui-vive, tendus et attendant avec impatience ce qu'il va dire ensuite. Saku jette un coup d'œil au corps sans vie de Im et répond que la réponse est l'âme misérable d'un pêcheur. Kazuto et Toru sont tous deux stupéfaits, pensant que ce n'est pas une réponse sérieuse. Mais le monstre rose le dévisage et déclare que Saku a raison. Kazuto et Toru sont complètement sidérés. Saku explique calmement que l'existence même de cette étape signifie que quelqu'un a commis un crime lié aux bijoux. Comme les femmes ont tendance à accorder plus de valeur aux bijoux que les hommes, la coupable devait être Im. Comme par un signal, son âme sort de son corps et se pose d'un côté de la balance. Alors que Kazuto et Toru soutiennent que cela défie les lois de la physique, le monstre rose explique qu'au moment où elle a commis le crime, son âme est devenue la chose la plus légère et la plus misérable de toutes. Toru pâlit en réalisant la vérité. C'était vraiment un crime lié aux bijoux. Avant qu'il ne puisse s'en remettre, la dague en croissant de lune se pose sur son cou. Il panique, demandant pourquoi il est également visé, mais le monstre rose se contente de sourire et pose l'énigme suivante. Il veut savoir ce qui est plus lourd que la poussière de bijoux, quelque chose qui fait pencher le côté gauche de la balance pour ne jamais remonter. Toru lâche des mots comme maison, voiture, or et diamant, mais toutes ces réponses sont fausses. L'arme du monstre se rapproche et Toru, terrifié, supplie Saku de l'aider. Sans hésiter, Saku répond que la réponse est les lourds péchés d'un pêcheur. Instantanément, plusieurs corps ensevelis sous des décombres apparaissent de l'autre côté de la balance, la faisant basculer violemment. Saku note que c'est une autre bonne réponse, mais il réalise aussi quelque chose de sinistre. Les péchés montrés sur la balance suggèrent que Im seul ne suffit pas. Le monstre sait ce qui s'est réellement passé. La créature rose épargne Toru cette fois-ci, mais Saku continue de le fixer, le mettant mal à l'aise. Le monstre annonce alors que les trois humains sont maintenant ses invités pour avoir répondu correctement et leur ordonne de le suivre, promettant qu'ils seront bien traités. Le trio le suit avec hésitation, bien que Kazuto ne puisse se défaire du souvenir de Haruka utilisant la même ruse de l'hospitalité. Saku lui dit que c'est une bonne chose. Il est enfin prudent pour une fois. Toru s'attarde, fixant la balance jusqu'à ce que Kazuto l'interpelle. Il sursaute, mais garde ses pensées pour lui. Plus tard cette nuit-là, sous un haut croissant de lune, les trois hommes se retrouvent assis séparément à des tables somptueuses dans une grande pièce. Aucun d'eux n'a la moindre idée de ce qui se passe, mais Saku leur conseille de rester silencieux. Bientôt, trois femmes font une entrée spectaculaire en dansant gracieusement, attirant immédiatement l'attention de Toru et Kazuto. Ils semblent complètement hypnotisés jusqu'à ce que Saku leur rappelle froidement Haruka, clairement peu impressionné qu'il ait déjà oublié cette leçon. Les femmes placent des plats devant eux et le monstre rose les presse de manger. Mais quand Toru et Kazuto baissent les yeux, ils sont choqués de voir que les plats sont remplis de pierres. Le monstre insiste pour qu'ils mangent, puisqu'ils sont venus de loin. Toru essaie maladroitement d'utiliser une fourchette, mais la nourriture est de la roche solide, impossible à mordre. Le sourire du monstre se transforme en colère, les accusant de refuser de manger parce qu'ils ne veulent pas être amis. Dans un accès de rage, il décide de les utiliser comme sacrifice. Alors que les soldats les encerclent, Kazuto demande pourquoi Saku ne résiste pas, mais Saku reste silencieux, impénétrable. Les trois sont jetés dans un cachot où seuls Kazuto et Toru paniquent et tremblent. Kazuto demande désespérément s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, mais Saku s'avance, calme comme toujours, révélant qu'il a un plan. Il évoque l'incite du site minier,
mais Toru insiste nerveusement qu'il n'en sait rien. Saku dit à Toru qu'il est le seul parmi eux lié aux minéraux. Il dit qu'il peut peut-être encore être sauvé s'il répond honnêtement, puisque la règle tacite d'une personne mourant à chaque étape a déjà été respectée. Cependant, Toru refuse toujours d'admettre quoi que ce soit, alors Kazuto lui dit de mourir, dans ce cas. Les deux recommencent à se disputer, se rejetant la faute et s'échangeant des insultes. Saku s'assoit, épuisé, et leur conseille de ne pas gaspiller leur énergie, car il n'y a ni nourriture ni eau ici. Kazuto se rend compte qu'il n'a pas bu d'eau depuis qu'ils sont montés dans le bus, mais Toru souligne qu'ils ne peuvent qu'avaler des bijoux dans cet endroit. Kazuto sourit en fouillant dans son sac et en sortant de la nourriture, expliquant que ceux qui terminent les étapes peuvent faire des échanges avec des points. Saku lance une conserve de nourriture à Toru, disant que c'est en échange de la vérité. Toru joue toujours l'innocent, alors Saku l'interroge sur ses crimes liés aux bijoux. Au lieu de répondre, Toru dit que ça pourrait être l'un d'eux. Mais Soka précise que la balance portait du matériel minier, et qu'un étudiant comme lui ou un employé de bureau comme Kazuo ne peuvent pas être impliqués dans une telle affaire. Kazuo ajoute que dans le monde réel, Toru est un milliardaire de premier ordre qui fait les gros titres, donc ça doit être lui. Teru tremble, incapable de répondre, alors Soku lui dit de prendre son temps car c'est une question de vie ou de mort pour lui et pour eux tous. Teru ouvre immédiatement la conserve et commence à manger. Soku se dit qu'il n'aiderait jamais quelqu'un comme lui si ce n'était pas pour rester en vie. Kazuto perd patience et exige des réponses, mais Teru ne dit toujours pas la vérité, alors Kazuto repousse sa nourriture d'un coup de pied. Saku atteint ses limites et jette Toru de côté, en disant que si la gentillesse ne marche pas, il utilisera la force. Toru dit finalement qu'il va dire la vérité, et Saku lui dit de se dépêcher car c'est le seul moyen pour eux d'être sauvés. Toru commence à parler de l'incendie de la mine. C'était une mine en activité normale où les ouvriers faisaient leur travail. L'environnement surchauffé leur faisait penser aux pastèques qu'il aimait déguster, froides et délicieuses. Ils parlaient de leurs rêves, voulant économiser assez d'argent pour rentrer chez eux et ouvrir un magasin. Un autre a dit qu'il retournerait dans sa ville natale une fois que son enfant serait diplômé de l'université. Dans un autre coin, un responsable mettait la pression sur un ingénieur pour qu'il se dépêche avec l'équipement. L'ingénieur a dit qu'il n'avait pas fait le contrôle de sécurité, mais le responsable a insisté sur le fait qu'il avait des ouvriers expérimentés et que rien n'arriverait. Il a pris de force l'équipement minier, alors l'ingénieur a essayé d'appeler leur patron pour arrêter l'opération. Cependant, l'appel n'a pas abouti, et l'équipement défectueux a provoqué une explosion massive qui a anéanti les ouvriers. Maintenant, Toru dit qu'il n'a pas pu répondre au téléphone parce que Im est intervenu. Alors que Toru se blâme pour l'incendie, Kazuto ricane en disant que l'homme a fait du mal à des dizaines de personnes, mais l'instinct de Saku lui dit de ne pas croire complètement l'histoire. Saku remarque quelque chose et se retourne pour voir les hommes en gris exiger que tous ceux qui ne sont pas croyants partent. Les trois sont surpris par ces mots, mais le sol sous leurs pieds s'ouvre soudainement. Le sol se fend sous eux, et les trois y plongent tout droit pendant que Toru hurle de panique, suppliant Soku de faire quelque chose. Il s'écrase dans les hauts, mais dès que Toru refait surface, Kazuto s'en prend à lui, furieux qu'il ait menti et les ait entraînés dans ce cauchemar. Pendant ce temps, Soku se précipite vers son sac à dos, seulement pour réaliser que la nourriture non scellée, les hauts et les explosifs sont tous trempés et inutilisables maintenant. Levant les yeux vers le monstre rose, il exige de savoir ce qu'ils doivent faire pour être libérés. La créature leur dit simplement de découvrir pourquoi ils ont été amenés ici en premier lieu. Soka sait immédiatement ce qu'il faut faire. Il fonce sur Toru et lui assène un coup de poing solide, lui demandant s'il ne va toujours pas avouer. Mais Toru, tremblant et pâle, insiste sur le fait qu'il mourra ici s'il dit la vérité. À une courte distance, Kazuto aperçoit quelque chose qui dérive dans les hauts. Quand il regarde de plus près, son sang se glace. C'est le cadavre de Im qui flotte sans vie. Toru se fige, horrifié de voir son corps là, tandis que Kazuto saisit Soku sous le choc. Mais il remarque alors quelque chose qui bouge sous la surface. Et avant qu'il ne puisse réagir, Toru hurle que quelque chose l'a mordu. Des bulles montent à la surface, et Soku lance instantanément un couteau à cet endroit. Il heurte quelque chose de solide. Et alors que Kazuto se pince le nez pour plonger, Soku sort un étrange raboursouflé. Il n'a jamais rien vu de tel, et le corps de la créature semble empester le poison. Des dizaines d'yeux rouges se mettent soudain à briller au bord de l'éau. D'autres rats identiques les observent, affamés. En un instant, ils chargent. Soku passe à l'action, pressant à nouveau Toru de dire ce qu'il cache. Kazuto attrape aussi Toru, cherchant désespérément des réponses, mais Toru hurle qu'il ne peut pas parler. Ils le vendront s'il le fait. Un des rats se jette sur Kazuto, le faisant tomber à l'éau, tandis qu'un autre mord le bras de Saku. Il le projette au loin, mais une douleur brûlante se propage rapidement depuis la blessure. Le poison fait déjà effet. Poussé à bout, Saku craque et saisit Toru, en lui grognant s'il pense vraiment pouvoir survivre sans dire la vérité. Il jette Toru vers les seins, mais au lieu de paniquer, les yeux de Toru s'écarquillent de délire alors qu'il commence à voir des rubis partout. Il rit comme un possédé, s'agrippant aux gemmes brillantes et bredouillant qu'il se fiche du nombre de morts. Il peut acheter n'importe qui avec des bijoux. Les rats l'assaillent, rongeant sa chair, mais il se contente de serrer la tête coupée de Im et lui offre un rubis avec un sourire dément. Kazuto le regarde fixement, réalisant que l'esprit de Toru a complètement cédé. Saku, cependant, reste concentré,
disant qu'ils doivent encore lui arracher la vérité. C'est la règle cachée de cet état. Ils ne peuvent pas s'échapper tant qu'ils ne l'ont pas accompli. Kazuto est abasourdi car le système n'a jamais rien mentionné de tel, mais Saku explique que c'est un piège destiné à les appâter. Bien sûr, ce ne serait pas écrit ouvertement. Il l'a compris en voyant cette mystérieuse balance. Et si sa supposition est correcte, faire en sorte que le pêcheur expie ses crimes rétablira son équilibre. Kazuto fait enfin le lien. Il n'y a pas d'issue tant que cette balance n'est pas équilibrée. Puisque Toru a déjà perdu la tête, Saku décide d'adopter une nouvelle approche. Il utilise ses points restants pour acheter un globe oculaire bizarre au système. Kazuto le fixe, complètement paniqué, et demande ce que c'est que ce truc. Saku dit que c'est quelque chose qu'il a échangé contre des points, expliquant qu'on peut toujours faire des échanges pendant une étape si on en a assez. Kazuto grogne qu'il est loin d'avoir autant de points, mais veut quand même savoir ce qu'est cette chose effrayante. Soku lui dit que c'est un projecteur qui peut afficher des souvenirs. Il attrape Toru, l'attache avec une corde et le traîne plus près. Si Toru ne parle pas de son plein gré, alors ils lui arracheront la vérité de force pendant que Soka presse l'étrange globe oculaire contre la tête de Toru. Le secrétaire informe Toru qu'après l'explosion dans la mine, la police et les équipes de secours sont arrivées, mais aucun survivant n'a encore été confirmé. Toru explique la bonne stratégie. D'abord, une déclaration, puis des excuses, suivies d'une indemnisation. Ils diront qu'ils font tout leur possible pour les opérations de sauvetage. Il décide de s'occuper lui-même du côté des victimes et de compter sur le député Shuto après cela. Après avoir terminé son appel amical avec le député Shuto, son secrétaire l'interroge sur la date de paiement de l'indemnisation. Le ton de Toru devient glacial, et le secrétaire lui rappelle que c'est lui qui lui a dit de calculer le montant de l'indemnisation. Toru déclare que ce n'est pas parce qu'ils l'ont calculé et publié qu'ils vont le payer. Le secrétaire a de la peine pour les familles des victimes, mais Toru lui dit de leur donner son propre salaire s'il est si généreux. Il allume un cigare et commente que c'est moins que rien connaissait les risques en acceptant le travail. Il ajoute que l'entreprise a suivi toutes les procédures de sécurité, mais que les ouvriers ne suivaient pas le manuel. Le secrétaire part, défait. Tout cela est révélé par les souvenirs de Toru à travers l'œil effrayant. Kazuto le traite de terrible scélérat pour ne pas avoir indemnisé les familles. Saku déclare que c'était un incident si important que même lui en a entendu parler. Les autres ont dû aussi penser que l'indemnisation avait été payée lorsque les détails ont été publiés. Saku demande à Toru s'il ne se sent pas coupable d'avoir détruit les familles des autres. Toru dit qu'il le regrette vraiment, mais Saku sait qu'il le regrette seulement parce qu'il ne veut pas mourir dans l'autre monde. S'il pouvait sortir, ce regret disparaîtrait aussi. Toru le supplie de l'aider, mais Saku l'attrape par le col et montre aux monstres qui l'ont révélé la vérité. Dès que le monstre rose le reconnaît, le sol sous leurs pieds se met à trembler et une plateforme s'élève. Kazuto est heureux de pouvoir sortir maintenant, mais pour Saku, cela ne semble pas si simple. La plateforme s'arrête devant le monstre rose, et Saku demande s'il y a d'autres exigences. Le monstre leur dit de laisser le pêcheur derrière eux. Toru hurle qu'il a déjà avoué son crime, alors il mérite une autre chance. Saku demande froidement si les morts ont aussi une autre chance de recommencer, et si les familles qu'il a détruites peuvent redevenir heureuses. Le monstre attrape Toru et dit à Soku et Kazuto qu'ils seront libres une fois le rituel final terminé. Ils emmènent Toru à un hôtel rituel et le jettent dans un puits. Toru regarde les bijoux à l'intérieur et perd à nouveau la tête. Il commence à les ramasser en disant qu'il va construire une autre mine et chercher plus de bijoux. Kazuto fait remarquer que Toru est devenu complètement fou et qu'il ne sera qu'un poids mort même s'il l'aide. Saku ajoute que même après être tombé si bas, Toru cherche toujours des bijoux, une véritable incarnation de la cupidité. D'un autre côté, Kazuto se sent secrètement soulagé qu'il abandonne Toru à cet état. Kazuto et Saku sont surpris lorsque le monstre rose leur offre des bijoux pour juger Toru avec lui. Il les menace de le juger ou de le protéger. Kazuto choisit de le juger immédiatement, mais Saku comprend que Toru doit être jugé pour ses actions tout en sachant que ceux qui sont venus dans l'arrière-monde sont aussi des pêcheurs. Tout le monde jette des bijoux sur Toru, mais sa folie est si profonde qu'il apprécie les bijoux qu'on lui lance jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Le monstre rose se détourne et leur dit qu'ils sont libres de partir. Alors que Toru trouve sa fin, enseveli sous les bijoux qu'il aimait tant, Kazuto et Saku retournent au bus et reçoivent leurs points pour avoir terminé l'étape. Saku interroge Kazuto sur son péché, mais Kazuto se sent offensé et dit qu'il est un médecin d'élite qui sauve des vies. Alors que le bus s'arrête, le député Shuto, Eiji, Mayu et Yumi montent à bord. Kazuto reconnaît instantanément le célèbre député, tandis que Saku réalise que ce n'est pas encore fini puisque Shuto est lié à Toru. Selon les règles, de nouveaux passagers sont ajoutés au bus. Shuto a l'air troublé, Eiji reste calme, tandis que Yumi et Mayu sont carrément terrifiés. Profitant de l'instant, Kazuto leur assure avec confiance qu'il les protégera puisqu'il a déjà terminé 2 états. Elle le remercie d'avoir expliqué les règles, donnant involontairement un coup de pouce inutile à son ego. Pendant ce temps, le député Shuto commence à frapper aux fenêtres, hurlant qu'il est piégé dans ce bus autonome par son opposition politique à l'approche des élections. Le système du bus avertit immédiatement tout le monde de ne pas causer de troubles sous peine de pénalité. Alors que l'atmosphère devient plus sinistre, Kazuto intervient pour arrêter Shuto avant que ses manigances ne leur valent une autre pénalité. Mais Shuto le bouscule, ce qui énerve Kazuto. Les deux se regardent dans un défi silencieux,
La tension est palpable, tandis que Saku reste silencieux et observe. Le bus entre dans un tunnel sombre, et les lumières s'éteignent. Soudain, des mains monstrueuses grattent les vitres, donnant des frissons à tout le monde et terrorisant Shuto. Kazuto fait remarquer que cela ressemblait à une main de cadavre et lui rappelle que, député ou non, il doit quand même suivre les règles ici. Une créature terrifiante apparaît alors derrière Shuto, et un seul regard suffit à le faire s'évanouir. Kazuto hausse les épaules, pensant que c'est mieux ainsi que de laisser ce type causer plus de chaos. Kazuto remarque que Saku n'a pas dit un mot depuis l'arrivée des nouvelles personnes et l'interroge à ce sujet, mais Saku dit simplement qu'il n'y a rien à dire. Analysant discrètement, Saku se dit que les deux femmes ont l'air un peu intrigantes, mais que ce n'est pas un gros problème. Le député ne fait que semblant, mais il sera probablement le premier à craquer mentalement. Le seul qui détonne est Eiji. Il n'a pas dit un mot et observe en silence depuis le début. Quand leurs regards se croisent soudainement, Saku sent immédiatement que Eiji n'est pas une personne ordinaire. Le bus s'arrête enfin, et alors que les filles commencent à avoir peur, Kazuto essaie de les rassurer en leur disant que tout ira bien si elles restent avec lui. Leur arrêt s'appelle le village des sirènes. Kazuto explique aux filles que dans l'arrière-monde, les sirènes ne sont pas les seules créatures qui y vivent. Il y a aussi des monstres. Étonnamment, sa vantardise fonctionne, et les filles lui disent qu'elles ne survivraient pas sans lui. Pendant ce temps, Saku éclabousse d'eau Shuto, inconscient, pour le réveiller et lui dit qu'ils sont arrivés à l'étape. Shuto, cependant, refuse de bouger, se plaignant qu'il ne veut pas aller dans un endroit si dangereux. Saku se fiche de ce poids mort, mais comme ils doivent sacrifier au moins un pêcheur, un type à la volonté faible comme Shuto semble être le choix parfait. Kazuto suggère de le laisser derrière, car il devra de toute façon suivre une fois que la pénalité s'appliquera. Saku est d'accord, et ils sortent tous, laissant Shuto seul. Shuto soupire de soulagement dès qu'ils sont partis, mais le sol sous lui commence à trembler. Une main en décomposition jaillit de la terre, le plongeant dans une terreur absolue. Pendant ce temps, le reste du groupe entre dans le village. Il n'y a personne, juste le silence et des maisons vides. Pendant que Kazuto n'arrête pas de se vanter qu'il protégera tout le monde, Saku et Eiji inspectent les bâtiments et réalisent qu'ils sont faits de roches du bord de mer. Soudain, Shuto s'écrase contre l'un des murs que Saku inspectait, hurlant qu'une main fantôme l'a traîné jusqu'ici. Juste après, le mur se fissure et un liquide dégoûtant s'en écoule, bien que cela ne semble pas nocif. Le groupe décide donc de ne pas y toucher. Kazuto annonce qu'ils doivent trouver un abri avant la tombée de la nuit, rappelant à tous que lors de l'étape précédente, les monstres sont apparus après la nuit. Saku le laisse prendre les commandes, car le type se comporte comme s'il savait tout après seulement 2 étapes réussies. Il trouve une cabane vide et entre à l'intérieur. Kazuto décide de diviser l'équipe en 2 groupes. L'un pour ramasser du bois de chauffage et allumer un feu, et l'autre pour aller pêcher au bord de la mer. Les filles choisissent immédiatement d'aller avec Kazuto, laissant Saku et Eiji s'occuper du bois de chauffage. Eiji note que trouver du bois qui brûlera dans cette humidité ne sera pas facile, et Saku acquiesce simplement, choisissant de suivre pour le moment car il ne sait toujours pas quel genre de personne est Eiji. Kazuto et les filles se dirigent vers la mer pour pêcher. Soudain, Yumi crie que quelque chose lui tire la jambe. Kazuto se précipite, paniqué, pour se rendre compte qu'elle lui fait une blague. Il commence à s'éclabousser, jouant comme des enfants, tandis que Mayu soupire, se demandant si Yumi ne se lasse jamais de faire la même blague. Les idiots continuent de rire, ignorant complètement que quelque chose se cache juste sous la surface de l'eau. Le monstre rôde dans les eaux, mais Kazuto et les filles restent totalement inconscients, continuant à chercher du poisson. Kazuto attrape 2 poissons, impressionnant les filles. Comme elles n'ont rien fait toutes les deux, elles lui demandent s'il partagera de la nourriture avec elles. Soudain, ils entendent Shuto crier à l'aide, alors ils se précipitent vers le bâtiment. Ils tombent sur Eiji et Saku, et Kazuto ne manque pas l'occasion de se vanter d'avoir attrapé du poisson, demandant des nouvelles du bois de chauffage. Eiji explique qu'ils n'ont pas pu trouver de bois sec à cause de l'humidité. Mayu s'inquiète qu'il serait effrayant de ne pas avoir de feu la nuit, tandis que Yumi réprimande les 2 hommes pour ne pas avoir apporté de bois. Kazuto leur dit de ne pas dire de telles choses car ils sont coéquipiers. Saku décide d'aller voir Shuto. Et quand ils entrent dans le bâtiment, Shuto est une loque tremblante, hurlant qu'il y a des gens partout sur le mur. Cependant, personne ne peut rien voir sur le mur, alors il se demande si le gros homme est devenu fou. Eiji vérifie les murs et analyse que le mur est normal. Quand Saku l'interroge sur ce que Shuto a prétendu, Eiji dit qu'il doit perdre la tête. À la tombée de la nuit, Yumi réprimande à nouveau les 2 hommes pour ne pas avoir trouvé de bois et annonce qu'ils n'auront pas de nourriture. Kazuto prend instantanément leur défense en disant que s'ils perdent des coéquipiers, ils perdent leur chance, donc ils ne peuvent pas se battre entre eux. Les filles écoutent et arrêtent de se disputer, mais Saku dit quand même qu'il va chercher du bois et les supplie de ne pas sauter le repas. Il entraîne Kazuto avec lui en disant qu'il a peur d'y aller seul. Alors que les deux quittent le bâtiment, Kazuto demande si Saku veut qu'il le protège par une nuit comme celle-ci. Saku dit qu'il laissera Kazuto se mettre en valeur devant les filles. Kazuto le remercie, mais Saku pense qu'il est bien naïf s'il a vraiment cru ça. Saku lui tend un briquet et explique que c'est une fourniture qu'il a échangée. Brûler des feuilles serait plus facile que de chercher du bois de chauffage avec ce briquet. Cependant, Saku lui demande de dire aux autres que c'est Kazuto qui l'a échangé, car les femmes le respecteront davantage ainsi. Saku prévoit d'utiliser cet idiot pour sonder Eiji.
Le brouillard commence à s'épaissir, alors il décide de rentrer rapidement. Alors qu'il avance, 2 yeux rouges apparaissent dans les buissons. Saku remarque quelque chose et se retourne, mais les yeux disparaissent. Quand il retourne enfin au bâtiment, les filles prétendent qu'elle était anxieuse sans Kazuto. Cela flatte son ego, et il montre joyeusement le briquet qu'il a échangé. Ils allument un feu de camp et font cuire le poisson qu'ils ont attrapé plus tôt. Mayu s'inquiète que 3 poissons pour 6 personnes ne les rassasieront pas, mais Yumi dit que les gens inutiles n'ont pas de nourriture. Eiji demande comment ils comptent diviser la nourriture, et Yumi dit que seuls Kazuto et elles auront à manger, personne d'autre. Eiji fait remarquer que les feuilles ont été ramassées par Saku et Kazuto. Donc, selon cette logique, Yumi et Mayu ne peuvent manger que du poisson cru puisqu'elles n'ont pas aidé à faire le feu. Yumi demande à Kazuto de dire quelque chose, mais il dit de s'entraider car ils sont coéquipiers et s'approchent de Shuto. Eiji rappelle à Kazuto que Shuto est la personne la plus inutile, donc il devrait recevoir une nourriture appropriée. Kazuto est d'accord et jette 2 têtes de poisson devant Shuto. En voyant cela, Saku réalise que Eiji comprend la personnalité de chacun et a le contrôle. Il comprend que Eiji n'est pas une personne ordinaire et se réjouit d'avoir fait semblant d'être faible. Quand tout le monde a fini de manger, Kazuto suggère de monter la garde par la nuit, car ils ne savent pas ce qui pourrait arriver. Il se met en binôme avec Saku, tandis que Eiji se met avec Shuto, pensant qu'il vaut mieux que quelqu'un de pénible. Les 2 filles se mettent ensemble mais se plaignent et demandent à Kazuto de se joindre à elles. Cependant, Kazuto explique que lui et Soku ont toujours été partenaires, donc c'est plus facile de travailler ensemble, et il s'agit juste de surveiller à l'intérieur de la pièce. En vérité, il comprend que la vie est plus importante que les femmes. Soku pense aussi qu'il prend une bonne décision pour une fois. À minuit, tout le monde s'endort pendant que les 2 filles montent la garde. Les 2 ne sont pas contentes et pensent que même Kazuto n'est pas fiable. Soudain, 2 petites pierres tombent du mur, alors Yumi va jeter un œil. Cependant, alors qu'elle s'approche du mur, un œil en sort. En voyant les 2 yeux sortir du mur, les 2 filles poussent un cri. Shuto est terrifié et se recroqueville dans un coin tandis que les autres regardent la scène devant eux. Kazuto se cache derrière Saku, mais le protagoniste lui-même a l'air horrifié en commentant que les yeux clignent. Cependant, Eiji sort une dague et décide d'aller voir, ce qui fait penser à Saku que cet homme a du cran. Une fenêtre système apparaît devant Saku parce qu'il a déclenché le système en essayant de découvrir la véritable identité d'Eiji. De plus, seul lui peut la voir, ce qui lui fait croire que c'est une autre règle de ce monde. Le système avide lui dit que vérifier l'identité d'un membre consommera tous ses points. Saku est surpris, mais il échange quand même contre des informations car il pourra gagner des points plus tard, mais ne pas connaître l'identité d'Eiji peut les mettre en danger. Cependant, le système paresseux lui dit qu'il recevra les documents dans 1 heure. Eiji se précipite vers les yeux avec sa dague et commence à les poignarder sans pitié. Les filles se bouchent le nez à cause de l'odeur de pourriture et sont horrifiées d'entendre les cris provenant des yeux. Shuto perd connaissance tandis que Kazuto est sur le point de s'évanouir en écoutant la voix terrifiante de papier de verre que l'on frotte. Eiji continue de poignarder les yeux, ne s'arrêtant pas même si une substance gluante commence à en couler. Quelque chose sort enfin du mur et crie à quel point ça fait mal. Les filles se bouchent le nez de dégoût pendant que Eiji repousse la chose monstrueuse d'un coup de pied et lui pose des questions tout en marchant dessus. L'entité hurle qu'elle est un humain. Eiji commente que ce sera facile dans ce cas et lui marche sur le cou. L'entité hurle de douleur, mais Eiji ne montre aucune pitié. Alors qu'il l'interroge sur l'autre monde, l'entité n'a aucune idée de ce dont il parle. Eiji en conclut donc qu'elle appartient à ce côté. Il l'interroge ensuite sur l'apparence de l'homme autoproclamé. La chose lui dit qu'elle a attrapé une maladie étrange qui a fait pousser des coraux, des bernacles et d'autres parasites marins sur le corps des villageois. Eiji force la chose à révéler qu'ils ont fini par durcir et sont devenus une partie des murs solides. Les spectateurs sont choqués de découvrir que les murs sont faits de personnes, mais Eiji reste froid et calme en demandant qui en est responsable. Dès que la chose révèle que cela a été fait par des sirènes, Eiji achève la chose avec sa dague. La tête de la chose se détache, et l'intérieur révèle que tout était fait de coraux et d'autres choses. Saku pense que la chose était une victime, mais Eiji dit qu'il l'a seulement libérée de ses souffrances en lui ôtant la vie. Sentant le nouveau héros du groupe, les filles commencent maintenant à s'extasier sur Eiji. Kazuto n'est pas content qu'il lui ait volé la vedette, mais Saku lui dit de laisser tomber car il n'a aucune chance de battre Eiji. Kazuto crie que la chose morte vient de bouger, mais ça doit être son imagination car la chose est effrayante et dégoûtante même dans la mort. Tout le monde se rassemble autour du feu de camp. Eiji annonce que Saku et Kazuto monteront la garde pendant que les autres se reposeront pour économiser de l'énergie. Kazuto n'aime pas qu'un nouveau venu donne des ordres, mais Saku lui dit de se taire et de dormir. Une fois que tout le monde est endormi, Saku fouille dans son sac et sort les données sur Eiji. Alors que Saku regarde les papiers, une lumière vive jaillit et commence à projeter des scènes devant lui. Eiji se dirige vers un grand manoir, s'arrêtant juste à son portail avant d'entrer un code d'accès à l'entrée. Alors que la porte s'ouvre, la voix d'une fille résonne, appelant à l'aide. Ses membres sont ligotés et des blessures couvrent tout son corps. Eiji lui dit froidement de se taire, l'assurant qu'elle ne sentira rien quand il lui tranchera la gorge en premier. Quand la fille continue de crier à l'aide, le ton d'Eiji s'assombrit alors qu'il jette un coup d'œil aux instruments de torture derrière lui. L'instant d'après n'est que sang et agonie. Il passe ensuite à sa prochaine cible, approchant une autre femme avec un sourire charmeur.
Le téléphone de la femme vibre avec une notification. Un autre corps a été retrouvé au pied de la montagne. Le rapport indique que toutes les victimes avaient entre 18 et 28 ans, et qu'il manquait à chacune quelques parties du corps. Eiji lui rappelle qu'ils sont en train de manger et suggère de parler de quelque chose de plus agréable. Il l'invite nonchalamment à un barbecue chez lui ce week-end. La femme accepte volontiers, et Eiji ajoute qu'il ne lui manque qu'une chose. Quand elle propose de la porter, il répond qu'il lui manque elle en tant qu'hôtesse. La femme rougit, disant que c'est trop tôt pour ça, mais Eiji rit et dit qu'il ne la laissera pas partir si facilement car c'est une femme merveilleuse. Elle connaît le même sort que les autres, Eiji déclarant que la terreur elle-même est le dessert ultime. La police ne trouve jamais le moindre indice sur lui jusqu'à la toute fin. Après avoir tout vu, Soku serre les dents, dégoûté par ce qu'il vient de voir. Pour le monde, Eiji peut paraître brillant et charmant, mais au fond, il n'est rien de plus qu'un meurtrier en quête de sensations fortes. Soku décide qu'il ne mérite pas de vivre et sort lentement sa dague. Juste au moment où il s'apprête à passer à l'acte, Eiji se réveille soudainement. Il jette un coup d'œil à sa montre, réalisant qu'il a dormi pendant 2h30. Il dit à Soku qu'il aurait dû le réveiller, mais Soku répond qu'il avait l'air trop paisible pour être dérangé. Eiji balaie ça d'un geste, disant que Soku s'inquiète trop et devrait plutôt se reposer. Il le remercie et se rallonge sur le sol. Saku sait qu'une personne doit être sacrifiée à chaque étape et commence à se demander si garder Eiji en vie comme bouc émissaire ne serait pas plus intelligent. Le lendemain matin, Eiji ordonne à tout le monde d'aller pêcher pour faire des réserves de nourriture tout en vérifiant le village pour quoi que ce soit de suspect. Kazuto grogne, agacé que Eiji agisse à nouveau comme le chef, mais Soku lui dit d'arrêter de se plaindre. Alors qu'il traverse le village, pas une âme qui vive à l'horizon. C'est logique si les sirènes sont vraiment apparues ici. Tout le monde a dû fuir pour sauver sa peau. À l'intérieur d'une des maisons vides, Soka remarque une pierre qui roule et réalise que des gens se cachent là. Il craint que Eiji ne les élimine s'il le découvrait. Soudain, le groupe s'arrête en entendant une femme chanter. Shuto commence à se comporter comme un fou au son de la mélodie envoûtante. Tout le monde se précipite vers Shuto qui danse, mais leur attention se porte sur les femmes dans les hauts derrière lui. Les femmes chantent et commencent à se diriger vers le groupe. Kazuto s'extasie sur leur beauté, mais les deux filles derrière lui insistent sur le fait qu'elles regardent des monstres. Saku trouve aussi étrange que les femmes chantent joyeusement et exhibent leur beauté dans des poses bizarres. Kazuto bave pratiquement à cette vue, tandis que Yumi et Mayu les trouvent moyennes. Kazuto pense que c'est triste pour elles de rester sous les hauts et leur dit de sortir. Il entre dans les hauts, attiré par les femmes engageantes, mais Soku l'attrape et lui rappelle Haruka. Kazuto reprend ses esprits, confus d'être entré dans la mer. Soku réalise que quelque chose cloche et lui dit de se mettre du papier dans les oreilles. Il grogne qu'il ne veut pas garder un idiot mais a besoin de quelqu'un pour distraire Eiji. D'un autre côté, Mayu et Yumi remarquent des queues sur les femmes et en concluent que ce sont des monstres. Shuto, maintenant devenu fou, se précipite dans la mer. Saku essaie de l'avertir, mais Eiji l'arrête, disant qu'ils ont de toute façon besoin d'un sacrifice humain, et qu'une personne dérangée fera l'affaire. Shuto entre dans les hauts, criant qu'il voit des anges. Les femmes chantent plus fort et l'entourent complètement. L'une d'elles se rapproche et ouvre sa bouche massive, lui arrachant la tête d'une seule bouchée. Alors que Shuto s'entête s'effondre, les autres monstres se régalent de lui, dévorant jusqu'à la dernière miette. Mayu et Yumi sont horrifiés, tandis que Kazuto réalise qu'il aurait fini de la même manière si Saku ne l'avait pas arrêté. De manière inattendue, Saku se baisse en disant qu'il n'est pas à l'aise avec le gore. Kazuto demande naïvement comment terminer l'étape à ce moment-là, et Saku le foudroie du regard en silence. Eiji observe toute la scène froidement et s'avance en disant qu'il n'y a rien à craindre de poissons qui ne peuvent pas ramper sur terre. Plus tard, Kazuto dépose les fruits cueillis au milieu pendant que Saku explique qu'ils ne peuvent vivre que de fruits puisque les sirènes gardent la mer. Mayu a l'air mal à l'aise, et Yumi se plaint qu'elle n'aura pas assez de force pour se battre comme ça. De manière inattendue, Kazuto leur crie dessus pour s'être plainte alors qu'elles n'ont même rien ramassé. Avant que la dispute ne s'envenime, Eiji s'avance et rappelle à Kazuto qu'il obtienne des points à chaque étape. Lorsque Kazuto confirme, Eiji lui dit de partager les points puisque tout le monde meurt de faim. Kazuto soutient qu'ils ont gagné ces points en risquant leur vie, tandis que Soku note que Eiji montre enfin son vrai visage. Alors que Kazuto continue de discuter, Eiji lui saisit la main et la tord, le menaçant de donner les points s'il ne veut pas être blessé. Kazuto ne cède toujours pas, insistant sur le fait que ces points ont été gagnés en risquant sa vie. La tension monte, mais Saku attrape la main d'Eiji, l'arrêtant avant que ça ne s'aggrave. Saku saisit le bras d'Eiji, essayant de le convaincre de ne pas se blesser mutuellement car ils sont coéquipiers, mais Eiji rétorque, disant à Saku de renoncer à ses propres points si c'est le marché. Kazuto proteste, clairement déconcerté par l'idée, mais Saku accepte à la surprise générale, laissant Kazuto totalement choqué par cette décision. Eiji lâche alors Kazuto et attend que Saku ouvre son écran de statut. Eiji trouve tout cela mystérieux, alors Saku lui explique. Il faut terminer au moins une étape pour que l'écran de statut apparaisse. Quand il apparaît, il révèle que Saku a 0 point. Il fait semblant de ne pas pouvoir utiliser de points car il manque de compétences, lançant un regard perçant à Kazuto. Kazuto comprend instantanément. Saku avait anticipé ce coup et dépensé tous ses points. Il s'avère que ce n'était qu'une heureuse coïncidence pour Saku. Eiji le regarde, peu impressionné,
tandis que les filles le traitent ouvertement d'inutile. Eiji exige alors que Kazuto montre aussi son écran. Kazuto proteste, mais Soku insiste pour qu'il le donne pour le bien de tous. Kazuto ouvre son écran à contre-cœur, révélant qu'il a 15 points. Eiji utilise immédiatement tous ses points pour les échanger contre des armes et de la nourriture. Kazuto proteste contre le fait que Eiji utilise ses points personnels, mais ce dernier insiste que c'est pour le bien de l'équipe en sortant quelques boîtes de conserve. Kazuto reproche à Eiji d'accaparer la nourriture, et même les filles le soutiennent cette fois. Eiji hausse les épaules, disant qu'ils ne peuvent pas tout manger d'un coup. Kazuto continue de résister, mais quand Eiji sort un couteau, Saku intervient et ordonne à Kazuto d'aller chercher de Léo, l'entraînant avec force. Une fois dehors, Saku souligne que Kazuto ne peut rivaliser avec Eiji ni en force ni en intelligence. Kazuto se sent offensé, mais Saku lui dit de vérifier son poignet avant de discuter. Il conseille à Kazuto de tenir bon pour l'instant car Eiji est encore plus problématique que l'ancien chef. Les méthodes de l'ancien chef étaient brutales mais manquaient d'intelligence. Eiji, par contre, observe tout le monde depuis le premier jour, analysant leur personnalité pour prendre le contrôle. Les deux femmes de l'équipe sont aussi un vrai casse-tête. En gros, toute l'escouade est une plaie. Avec tous les faits exposés, Kazuto commence à se comporter en copain-copain avec Saku. Le héros le rassure en lui disant qu'il ne laissera pas le lâche mourir tant qu'ils feront équipe. Faire équipe n'est pas vraiment son truc, mais Saku sait qu'il doit s'adapter pour survivre. Même si cela signifie faire équipe avec l'idiot qui trébuche sur une pierre et renverse toutes les hauts. Kazuto promet de remplir à nouveau le seau, mais Soku lui dit de laisser tomber. De retour au puits, Soku essaie de remonter le seau, mais il devient soudainement beaucoup trop lourd. Même pour lui. Sorti de nulle part, une sirène jaillit du puits en ouvrant sa grande bouche pour attaquer. Les réflexes de Soku prennent le dessus et il la renvoie dans le puits d'un coup de pied. Kazuto n'arrive pas à croire que cette chose soit sortie d'eau douce, mais Soku lui rappelle que le bon sens n'a pas sa place dans ce monde. Sans hésitation, Soku décide de poursuivre le monstre qui a disparu sous les hauts, attendant clairement qu'il le suive.